et nous sommes des êtres désirants, hein, puisque on est pleinement vivant à se sentir désirant, comment et combien parfois certains d'entre nous peuvent être inhibés, et donc on va voir apparaître une forme d'élan, comme ça, un mouvement qui va vers l'extérieur, hein, qui est le mouvement du désir. J'ai envie d'aller vers quelque chose. Et puis en plein vol, très souvent, quand il y a une inhibition, il y a quelque chose qui va s'arrêter un peu comme une flèche en plein vol. Alors bon, je commence à faire un schéma dès maintenant, mais en fait ça fait ça, quoi. Il y a un mouvement comme ça, hein. Ça forme une gestalt en fait, hein, le désir. C'est-à-dire il y a une tension, il y a un élan d'un mouvement qui va vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, et qui va en fait s'intéresser à un objet qu'on appelle l'objet du désir, qui est un objet de convoitise. Et donc normalement l'idée c'est d'aller atteindre l'objet du désir, quel que soit l'objet du désir d'ailleurs, hein. Si en plein cours il y a une peur, une inhibition, eh bien c'est suspendu en plein vol. Et donc vous ne pouvez pas aller jusqu'à la fin de la boucle, qu'on appelle en Gestalt une boucle achevée. Donc ça donne une boucle inachevée, parce qu'ici il y a quelque chose qui va freiner, qui va arrêter et qui va suspendre en plein vol l'élan du désir. Ça peut être une peur, ça peut être quelque chose qui ne dépend pas de vous, de l'extérieur, quelqu'un de l'extérieur qui arrive, qui freine l'élan. Bref, il y a quelque chose soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, qui fait qu'en plein milieu, vous ne pouvez pas atteindre l'objet de votre désir, et donc ça va créer une boucle, ça va créer un ancrage de je ne peux pas aller au bout de mon élan, de mon désir. Alors, ce genre de blessure qui existe, hein, dès l'enfance, hein, bébé appelle maman, maman répond ou ne répond pas à l'appel au cri de bébé, commence comme ça, mais après vous voulez un jouet quand vous êtes petit, vous l'avez pas. Après vous allez à l'école, vos petits camarades se moquent de vous ou pas, et donc en fonction des moments de rejet, des moments d'exclusion, des moments de vexation, de moquerie, etc., votre désir n'a pas toujours été à sa finalité, comme vous avez pu le remarquer. S'il y a des personnes, tu peux les faire entrer, hein. Et donc tous ces moments qui ont été marquants, parce que nous sommes faits pour aller au bout du désir normalement, c'est pour aller à la satisfaction du désir. Donc quand en plein milieu, on ne peut pas aller jusqu'au bout, il y a quelque chose de l'ordre pas seulement de la frustration, mais un apprentissage, une mémoire qui va être gardée de c'est pas la peine que j'aille au bout, c'est pas la peine que je demande, parce que quand je demande, je ne peux pas avoir la satisfaction de mon besoin, de mon désir. Donc si l'enfant vit beaucoup de marquages de cet ordre-là, à un moment donné, j'ai commencé, hein, on verra après, si l'enfant vit beaucoup de marquages de l'ordre de « je me fais rejeter, je ne peux pas avoir ce que je veux, j'ai des demandes, je fais des demandes, j'appelle, je crie, je pleure, mais en fait il n'y a personne pour moi », donc très vite, dans ces mémoires archaïques, il va installer je ne peux pas aller au bout. Ça va être marqué comme ça. Je n'ai même plus le droit de demander, donc l'enfant va vite éteindre son désir. C'est comme ça que ça va se passer. C'est qu'il va arrêter d'appeler, il va arrêter de demander. Les enfants tout petits comme ça, quand ils pleurent et que maman ne vient pas, parce qu'en général les enfants qui pleurent, ils ont des besoins de sécurité, hein. Ils ont besoin de boire, de manger, de dormir, mais surtout d'être rassurés parce qu'ils ont peur. Donc si bébé appelle et que maman ne répond pas, pour un oui, pour un non, hein, pas systématiquement, mais quand même, si ça se fait répétitivement, ce qui va se passer, c'est que l'enfant va éteindre l'appel. Il va arrêter de pleurer. Parce qu'il aura remarqué, il aura compris que ça ne sert à rien d'appeler. Donc il éteint le besoin, ça fait off. Et donc on va trouver ce marquage chez certains adultes qui, on va les appeler d'ailleurs les timides, hein, qui sont des personnes qui ont marqué le frein en plein vol, l'inhibition en plein vol, et qui ont parfois même appris à éteindre leur désir. C'est-à-dire, ils ont compris que c'est pas la peine de demander puisqu'ils n'obtiennent pas ce dont ils ont besoin. Donc autant s'extraire, autant rester dans son coin, autant être discret, puisque de toute façon, si j'y vais, j'ai de fortes chances d'être rejeté. Voilà. Et donc la sensibilité, très souvent ici, elle est au rejet. Il faut savoir que nous sommes des
des êtres programmés biologiquement par rapport à la survie. Hein. Notre cerveau reptilien nous amène à être programmé sur le mode vivre ou mourir. Et donc, on va évaluer de manière remarquable et de manière très très fréquente cette notion d'interprétation du danger, même s'il n'y en a pas. Et souvent, il n'y en a pas, mais notre cerveau va l'interpréter comme si on est en danger de vie ou de mort. Voilà. Je dis ça parce que qu'est-ce qui se passe chez un individu quand il ne peut pas avoir ce qu'il souhaite? Je donne un exemple concret. Hein. Par exemple, vous avez envie... vous êtes adolescent, vous êtes attiré par... je pourrais être attiré par les bruns, par exemple, parce que j'aime bien les hommes bruns. Bon, je dis n'importe quoi, ça peut être une sucette, ça peut être n'importe quoi, mais voilà. Et donc, je me fais rejeter. Je suis ado, je me fais rejeter par un garçon brun que je trouve beau, d'accord. Et donc, il va y avoir un marquage c'est évalué comme ça dans le cerveau reptilien, il y a danger. Si je vais vers et que je me fais rejeter, alors c'est dangereux d'aller vers. Donc le prochain coup, il y a un appel, il y a une partie de moi qui va avoir un élan du désir pour aller vers un nouveau garçon brun, même si je me suis fait rejeter la première fois. Mais il y a une autre partie de moi qui est beaucoup plus basique, hein, qui est liée à mon cerveau reptilien, qui a compris que c'était dangereux parce que je me suis fait rejeter une fois, et donc qui va éviter le danger. Ça va faire comme ça va faire qu'il y a une partie qui va aller vers, et l'autre partie qui va freiner des cas de fer. Qui va faire « Ah non, j'y vais pas ». Donc il y a une partie « j'y vais », et il y a une partie « j'ai peur ». Et c'est ça qu'on va voir aussi apparaître. Tiens, je vais peut-être prendre un mouchoir là, juste derrière toi. Il y a beaucoup de lumière sur le tableau. On voit pas? Bon, écoute, on verra ce qu'on verra. Hein, de toute façon, c'est pour vous expliquer, j'aime bien faire des schémas. Hein, j'ai l'habitude de faire des schémas. Ouais. On va voir une partie ici qui va être j'ai peur. C'est deux parties en nous, hein, émotionnelles, et l'autre j'ai envie. Donc il va y avoir un conflit entre j'ai envie de ce garçon brun et l'autre partie qui va dire non, évite parce que c'est dangereux, tu vas te faire rejeter. Et donc c'est souvent la peur qui va prendre le pas, le pouvoir. Hein. Parce que ça a été marqué une fois, il y a eu des expériences. Il faut voir que toutes nos expériences qui sont un peu traumatiques, comme ça, surtout les premières, ados ou enfants, elles sont marquantes et elles vont s'engrammer dans une mémoire et sous forme aussi d'autoroute neuronale. Hein. Donc c'est vraiment des marquages forts qui sont moins flagrants souvent à l'âge adulte, parce qu'à l'âge adulte, on le relativise beaucoup plus, on a plus de chance, on se dit « Oh, c'est pas grave, je me fais rejeter une fois, bon, c'est pas dramatique ». Mais les enfants, les ados, les vexations, les humiliations, les rejets, les exclusions, tout ça, les moqueries, c'est assez fort traumatique. Et donc, ça va engrammer quand même des mémoires de « j'ai envie, il y a un élan, mais c'est peut-être dangereux ». Et notre cerveau reptilien interprète le danger, je vous dis, en vie ou mort. Lui, il ne fait pas de nuance. C'est pas oui, bon, c'est peut-être pas grave, ça marchera la prochaine fois. Non, non, non. C'est interprété comme vraiment dangereux. Hein. Et donc, je vous rappelle que dans ce cerveau des réflexes, qui est notre cerveau reptilien, c'est organisé pour interprétation du danger, où je fuis, si je peux fuir, ou j'attaque si je peux attaquer et que j'évalue que c'est mieux d'attaquer. Et si je peux ni fuir ni attaquer, je vais partir dans la zone du figement. Et cette zone du figement, qui est le troisième réflexe du cerveau reptilien, va être le lot souvent des timides, des inhibés, des personnes qui sont justement dans ce programme. J'ai envie et j'ai peur, et c'est la peur qui prend le pouvoir, parce qu'ils sont figés sur place. C'est-à-dire, le figement a pris le pas. Donc ils sont assez inhibés, malgré cette détresse qui est « j'aimerais tellement avoir ce que je veux ». Hein. Et donc il y a comme ça une boucle cybernétique qui s'engramme chez les personnes qui manquent de confiance en elles, qui est de cet ordre-là, qui est... et c'est pas contrôlable par la volonté, parce qu'on est dans le cerveau des réflexes, on n'est pas du tout sur le cerveau sophistiqué du néocortex, qui est le cerveau supérieur, hein, qui nous différencie des mammifères. C'est le troisième étage, le néocortex. Et là, ça se passe dans les étages inférieurs, cette histoire-là, ces engrammes-là. Et donc, bien souvent, la personne qui est un peu timide ou qui est inhibée ou qui manque de confiance en elle, elle se dit, mais
les autres ils y arrivent. Les autres ils sont pas timides, les autres ils ont confiance. Pourquoi eux ils y arrivent et pas moi, hein? Eh ben, ils pensent que c'est par la volonté, hein. Il faudrait que je sois pas timide, il faudrait que je sois capable, il faudrait, en plus ils s'engueulent parce qu'il faudrait que j'y arrive, il faudrait que j'obtienne ce que je veux, il faudrait que mon désir me porte, que je gagne en puissance. Et en fait, plus ils se disent ça, comme c'est pas contrôlé par la volonté, ces affaires-là, plus ils s'auto-flagellent et moins ça marche. Parce qu'il y a de la culpabilité de ne pas y arriver, alors que les autres, eux, qui n'ont pas ce problème-là d'ailleurs, hein, parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes marquages, ben, c'est beaucoup plus simple. Et donc, ce n'est pas une histoire de volonté ici. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que bien souvent, ils arrivent, par exemple, chez moi au cabinet, en disant « mais j'ai pas confiance en moi, c'est terrible, pourquoi l'autre il a confiance en lui, pas moi, et je devrais y arriver, mais j'y arrive pas, et pourtant, ça paraît simple, bon, etc. » Non, c'est pas simple. C'est vraiment, très souvent, ces engrammes-là sont marqués, je vous dis, dans des zones de figement. Et en plus, il y a une couche de culpabilité qui se rajoute, qui est je suis mauvaise, c'est moi qui cloche ici, je devrais y arriver alors que j'y arrive pas. Tout le monde me dit que je devrais y arriver, etc. Et donc ces personnes timides, ces personnes inhibées, eh bien elles sont vraiment malheureuses et elles ne trouvent pas la clé en fait. Donc déjà de normaliser l'affaire en leur disant mais voilà, tu sais, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler par la volonté comme ça, et plus tu veux être différent, et moi ça marche en plus, plus tu te veux autre que ce que tu es, et plus tu t'infliges en plus une forme d'autoflagellation. Donc ça fait encore l'effet inverse, puisque ça rajoute des tensions sur des tensions. Voilà. Donc ça, c'était une des premières choses que je voulais vous expliquer, qui est cette espèce de boucle cybernétique qui peut embarquer les personnes dites timides, qui manquent de confiance en elles, et qui, justement, ont du désir, mais qui ne peut pas aller atteindre son but, et donc qui sont en souffrance par rapport à ça. Voilà, ça c'est la première chose, de voir combien on peut être pris par notre fonctionnement biologique, hein. C'est la biologie là qui nous marque et qui fait en sorte qu'on ne peut pas aller tout le temps au bout de nos désirs, hein. Alors ensuite, autre chose, par rapport à ça, il y avait l'idée que dans ce scénario, je veux pas être nul, je veux être bon, je suis pas capable, etc. Dans ce scénario-là, il y a vraiment la croyance qui a été embarquée, enfant, qui est « c'est moi qui suis mauvais ici, c'est moi qui cloche. Je me fais rejeter, mais c'est moi qui fais quelque chose de mal, ou c'est moi qui fais pas correct. » Voilà. Ça, c'est un truc qui est embarqué tout petit, qui est absolument faux, évidemment, hein. C'est pas la personne qui fait pas correct, hein, même si elle se fait rejeter. Elle le prend pour elle, elle le ramène toujours à son centre. Il faut voir ça, comment c'est étonnant d'ailleurs. Quand vous faites rejeter, quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, bien souvent, au lieu de vous dire « tiens, c'est peut-être de la faute de la situation, c'est la faute d'un tel, peut-être qu'il n'est pas partant, peut-être que je sais pas quoi ». Non, en général, la personne, elle ramène à elle en disant « c'est forcément moi qui cloche, c'est moi qui fais un truc faux, c'est moi qui plaît pas, c'est moi qui suis pas assez beau, pas assez intéressant, pas assez intelligent, pas assez ceci ». Tout est sur la personne. 100% de pouvoir est sur la personne. C'est très compliqué pour elle, j'ai remarqué ça, de dire ah bah peut-être il y a un bout chez moi, mais peut-être que globalement c'est parce que l'autre, bah voilà, il a pas envie, ça le branche pas, je sais pas quoi. Non, c'est tout sur elle. Donc cette affaire de toute puissance, on voit que c'est tout petit ça. C'est une histoire de tout petit. Les grands ne font pas ça, hein. Donc l'enfant petit ramène tout à lui parce qu'il a une pensée égocentrique et il ramène tout sur c'est moi ici qui cloche. Et c'est moi qui peux, ou c'est moi qui peux pas, ou c'est moi qui dois, et c'est moi qui dois pas. Voilà. Donc pourquoi l'enfant petit fait-il ça? Parce que sur un plan psychologique pur, quand un enfant, je vous dis, demande quelque chose, appelle et il n'obtient pas, eh bien il va, là je vous prends un enfant petit, hein, il va interpréter, il va projeter que lui, c'est une mauvaise personne. Il ne peut jamais se dire que lui, c'est une bonne personne quand il est petit. Et il va projeter que sa maman, elle est toute bonne. Elle est toute bonne, elle. Elle est puissante, elle est bonne. Voilà, il est obligé de faire ça, de projeter qu'à l'extérieur de lui, la figure de son pilier de sécurité, hein, la figure maternelle, enfin la figure qui prend soin de lui, il est obligé de projeter
pour maintenir la relation et préserver la relation, c'est-à-dire de la personne qui le protège, hein, qui est censée la protéger, il est obligé de projeter que l'autre est tout puissant, hein, toute bonne, toute puissante, comme ça qu'on dit, et que si elle est toute bonne, forcément lui il est tout mauvais. Il est obligé de faire ça. C'est un clivage. Hein. Il ne peut pas remettre en question et se dire peut-être que c'est maman qui dysfonctionne ici, peut-être que c'est pas normal qu'elle vienne pas quand je pleure. Oui. Mais des tout petits, ça va longtemps, ça. C'est toute la pensée égocentrique de l'enfant qui dure jusqu'à 6 ans, 7 ans. Alors évidemment, c'est les nourrissons, mais pas que, parce que ça, c'est engrammé très petit, puis ça reste comme ça pendant très longtemps dans l'enfance, qui est une manière de récupérer le « c'est moi qui cloche ici, c'est moi qui fais mal, je suis un mauvais objet », voilà, jusqu'à ce qu'il résonne. Et même, je le dis parce que je vois beaucoup d'adultes qui continuent de fonctionner avec ça, qui n'ont jamais remis ça en question, hein, et qui vont projeter, évidemment, c'est plus maman après, mais ça va être quelqu'un d'autre. Ça va être un substitut maternel. Donc, hein, par exemple, vous avez l'impression à l'âge adulte ou ado ou adulte qu'il y a quelqu'un qui vous quitte ou vous n'êtes pas embauché, vous cherchez un boulot, on ne vous prend pas, bon, etc. Et très souvent, les personnes qui ont engrammé cette affaire-là, eh bien, elles continuent de faire, mais non, mais c'est pas chez l'autre. C'est forcément moi qui cloche ici. Moi, je ne fais pas correct. Je ne suis pas OK. Je ne suis pas quelqu'un d'OK. Je ne suis pas adaptée. C'est la première chose qui vient, au lieu de se dire et de réfléchir en disant bon, peut-être qu'il y a quelque chose chez moi, mais peut-être que soit je ne corresponds pas au poste parce que je ne sais pas, c'est pas leur besoin actuel, j'en sais rien. Non, c'est forcément ramené sur soi. Le zoom est ramené sur soi et c'est extrêmement souffrant tant que cela n'est pas remis en question. Parce que ça, c'est vraiment une affaire de tout petit. C'est un marquage de tout petit. L'enfant est obligé de faire ça pour protéger le lien, et il va protéger le lien à tout prix, parce que ce qui est le plus important pour lui, c'est que maman aille bien et que maman s'occupe de lui, même si maman s'occupe mal de lui. Mais il ne peut pas se dire que lui c'est une mauvaise personne et maman une bonne personne. Il peut pas se dire que lui c'est une bonne personne et maman une mauvaise personne. Il peut pas se dire ça. C'est trop dangereux. Il ne peut pas faire ça. Donc il est obligé de faire ce clivage-là. Et ça, c'est un clivage qui va garder. Alors vous imaginez que quand ça se répète, et quand la mère n'est pas adéquate, et que pour protéger la relation, il va nier que le parent est toxique ou défectueux ou pas OK, hein, donc il va s'adapter, il va se conformer à ce qu'attend cette mère déjà, hein, ou ses parents, ou sa famille. Il va se nier, et il va surtout ne jamais prendre le risque d'exposer sa colère, sa rébellion, sa révolte. Ça, il ne peut pas faire, parce que ça serait justement prendre le risque de ne pas préserver ce lien. Donc lui, ce qu'il veut, c'est à cet âge-là, c'est le parent qui le protège, il faut préserver le lien à tout prix, quitte à se sacrifier là-dedans. C'est pas tous les enfants, parce que moi je vois des enfants de 85 ans, dans mon entourage, qui ça, je te parle c'est des parents défectueux ici, hein. C'est les parents qui sont défectueux et qui ne prennent pas en charge les besoins des enfants à la hauteur des besoins de l'enfant. Je te parle de tous les enfants qui ont fait des demandes, qui ont appelé, qui ont pour des besoins de sécurité, parce qu'ils avaient peur, parce que ceci, le parent ne répond pas, ou il les maltraite, ou il les protège pas. Il y a ici une histoire de non-protection. Le parent ne protège pas l'enfant à la hauteur des besoins de l'enfant, et donc l'enfant ne peut pas, par exemple, si c'est un parent maltraitant, il peut absolument pas, il va protéger le parent maltraitant. Il va pas se dire c'est lui qui est maltraitant, c'est lui qui est pas OK, c'est moi qui suis OK. Non, c'est forcément moi qui cloche. Si je me prends une gifle, c'est moi qui fais pas correct. Puis le parent lui fait bien comprendre que c'est lui qui fait pas correct en plus. Donc lui il croit que c'est vrai. Il est incapable de remettre ça en question. Il peut pas, parce qu'il veut d'abord préserver la relation, mais même s'il est très fâché contre ce parent qui lui colle une baffe, ou qui lui fait peur, ou qui le force à manger des épinards ou n'importe quoi, et qui voudrait exprimer cette colère, puisque ce serait ça qui serait adéquat, il va retenir sa colère et la garder, la stocker. Il ne peut ni fuir ni attaquer, je vous rappelle, hein, parce qu'attaquer c'est dangereux. De toute façon, il prendrait une rouste. Donc, il sait très bien qu'il ne peut pas se mettre en colère. Donc, comme il ne peut pas exprimer cette colère, c'est le lot des... Là, je parle des personnes qui grandissent avec ça et qui, du coup, vont se retrouver avec une problématique de non-confiance. Hein. Je ne peux pas obtenir ce que j'ai besoin. Mais la colère va être rentrée. Elle va être à l'intérieur, elle va être stockée à l'intérieur. Donc, ce sont des personnes qui, en général,
ont du mal à se mettre en colère, ont du mal à se fâcher et vont commencer à contenter l'autre, faire en sorte que l'autre soit content, l'autre est bon, l'autre est ok, moi je ne suis pas ok, et donc il faut le contenter, il faut s'y adapter. Donc c'est quelqu'un qui va être assez vigilant par rapport aux attentes et se conformer aux attentes, ce qu'on va appeler nous de la suradaptation, se conformer à ce qu'il imagine des attentes de l'autre. C'est pas ce que l'autre attend, c'est ce qu'il imagine que l'autre. Il a appris tout petit à se conformer à ce qu'il imaginait de sa mère, ce que sa mère attendait. Hein, donc, en fait, il est très très suradapté comme ça. Et il vérifie pas souvent si l'autre veut pas. Il anticipe les besoins et il se suradapte aux besoins. Ça fait un profil de personnalité comme ça, dont j'ai déjà parlé dans une autre conférence, qui s'appelait « Ceux qui donnent trop ». Donc, ce sont des personnes qui s'oublient, qui croient toujours qu'elles ne sont pas OK parce qu'elles ne peuvent pas aller au bout de leurs besoins et avoir satisfaction de leurs besoins. Ça, c'est juste pas possible pour elles. Elles ont engrammé ça. Et donc, elles vont donner. Hein, c'est souvent des personnes qui vont donner d'elles, donner beaucoup, sans savoir recevoir à la hauteur de leurs besoins. Elles vont taire leurs besoins et à la place, donner aux autres ce qu'elles ne peuvent pas demander. Voilà, ce qu'elles ne peuvent pas recevoir. Mais il y a cette espèce de mécanisme qui a été mis en place qui est très souffrant et qui ne permet pas à la personne de, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, d'aller au bout du désir. Et parfois à ce point-là qu'elles ne sentent plus leur désir. Le désir n'est plus... voilà, on ne sent même plus qu'on a des besoins. Donc ça, c'est un peu extrémiste, hein, mais j'ai donné cette conférence il y a 3 semaines sur ce thème-là, parce qu'il y avait pas mal de personnes qui m'ont dit « mais moi je suis timide, comment je fais ?» Voilà, pas que dans la relation amoureuse d'ailleurs, hein. Je suis timide en général, je ne suis pas confiant en moi, j'aimerais bien mais j'y arrive pas, et à chaque fois ça se répète, parce que c'est des boucles répétitives en plus, c'est un pattern répétitif, l'histoire de la timidité et du désir. Voilà. Donc ça c'est une première chose. Je vous donnerai les pistes après. Pour l'instant je vous donne... après il y a pas mal de pistes pour sortir de ces schémas-là. Hein. Mais déjà les diagnostics de... Qu'est-ce qui se passe, que vous compreniez mieux ce qui se passe quand vous n'avez pas cet élan qui est l'élan du désir, l'élan de la vie, hein, qui passe à travers nous, qui peut aller s'expandre jusqu'au bout. Parce que c'est ça l'histoire. Il y a cet élan, puis poum, en plein vol, vous ne pouvez pas aller vers la joie, vers l'obtention, vers quelque chose qui se finalise, quoi. Hein. Donc du coup, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de peur surtout chez ces personnes-là, ce manque de confiance en elles, et moins on a confiance, moins on a confiance, plus on a peur, c'est toujours le truc qui se mord la queue. Hein. Donc cette colère, hein, pour terminer, là, dérégule toujours et encore plus le système nerveux, hein, parce que c'est une histoire de dérégulation du système nerveux, ça. Hein. Tout petit, comme ça, on a notre système qui est complètement déréglé parce qu'on ne peut pas aller au bout de nos besoins. On est fait pour aller au bout de nos besoins, et quand on ne peut pas, ça dérègle tout notre système nerveux. Donc il y a le système accélérateur, l'orthosympathique, qui est « je vais vers quelque chose », et il y a immédiatement le frein, qui est, c'est le parasympathique, ou le figement, c'est non, ça freine. Donc, vous voyez, c'est pas terrible comme système. Ça dérégule le système nerveux, et chez l'adulte, on va retrouver ce truc-là, surtout qu'en plus, la personne se dit je suis mauvaise, c'est à cause de moi, elle se raconte tout un tas d'histoires en plus. Je ne suis pas la bonne personne, et je culpabilise, etc. etc. Donc, d'ailleurs, puisque j'en parle, une des pistes, puisque je vous dis que la colère est rentrée, puisqu'elle n'a jamais pu s'exprimer sur le parent, hein, elle est stockée, et donc il y a quelque chose à faire avec cette colère-là. Hein. Le jour où, au lieu d'être stockée à l'intérieur, elle commence à se déstocker à l'extérieur, commence à aller mieux. Hein. Vous êtes de la bonne personne ? Pas forcément, non, pas du tout. Non, ici c'est de la rage même qui est stockée, la peur et de la rage. Donc il ne s'agit pas non plus, on n'est plus maintenant dans les thérapies où on fait décharger les gens sur des coussins, c'est terminé, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien non plus. Hein. Non, tout ça, c'est tous ces trucs très régressifs. Ouais, ça soulage un peu immédiatement parce que ça crée un effet de décharge, mais ça ne règle pas les engrammes initiaux. Hein. Donc, ça se fait plus, ça, ce truc-là, enfin très peu. Parce que le pattern, il reste toujours opérant, même si ça te soulage un peu d'avoir tapé sur ton coussin et hurlé. Voilà, donc, parce que le pattern qui est « je suis une mauvaise personne », l'autre est une bonne personne, je ne suis pas adéquate, tout ça, ça reste n'importe comment. Et un autre stimulus, ça recommence.
Donc cette colère qui est rentrée, il y a quelque chose à voir avec faire quelque chose avec cette colère. Mais ça ne veut pas dire se mettre en colère sur les parents, aussi se mettre en colère sur le premier qui passe, hein. Mais c'est être en capacité de retrouver cette forme de puissance, d'expression, de dire, de poser ses limites, hein. Là je suis d'accord, là je suis pas d'accord, là c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi, etc. Et on n'a pas besoin de hurler pour se mettre, pour poser ses limites d'ailleurs. Autre chose sur cette histoire de désir aussi, parce que ce qui peut être intéressant de voir, c'est que le désir, c'est quelque chose qui nous porte. Et le désir, ça nous rend en général extrêmement vivants, hein. Donc les personnes qui manquent de désir sont justement un peu éteintes comme ça. Elles sont un peu zombies, hein. Après, il y a cette histoire du désir nous rend vivants jusqu'à un certain point. Parce que il y a de par le fait qu'on veut aller au bout du désir, c'est-à-dire aller à la finalité qui est l'objet de convoitise, ben du coup ça nous met en tension sur la finalité en fait. Ça c'est l'objet, hein, je vous rappelle. Voilà. Et il y a quelque chose à comprendre qui est que nous faisons dépendre, et c'est là où je vais commencer à approcher l'intérêt de la philosophie de Spinoza là-dedans, c'est que quand on veut quelque chose, on veut un objet, on veut un voyage, on veut un homme, on veut un mariage, on veut de l'argent, on veut, je sais pas quoi, un bateau, on veut quelque chose, une glace, peu importe. Donc on a ici, un désir va toujours sur un objet chez l'être humain. C'est rare quand il y a un désir comme ça, il y a un désir sur quelque chose, hein. Donc il y a un objet ici. Et à ce titre-là, vous allez rapidement vous rendre compte qu'il y a un élan, et donc c'est vivant de sentir le désir, c'est quelque chose qui nous donne beaucoup de vitalité, sauf qu'on fait dépendre notre désir de l'objet. Donc on est attaché à nos objets de convoitise. Voilà. Et donc ça nous crée une dépendance à l'objet, effectivement, aux objets, parce que je crois, alors après on rentre dans l'imaginaire, j'imagine, je crois que si je n'ai pas mon bateau, alors ben, c'est tiède, c'est fade, c'est pas vivant, c'est pas terrible, quoi. Hein? Parce que peut-être une fois j'ai eu goûté le fait de faire du bateau sur la mer et j'ai trouvé ça que c'était le nirvana. Je me suis trouvé, c'était exquis, c'était génial, c'était l'extase, etc. Et donc j'ai goûté du très bon. Et quand ça a été goûté une fois, c'est comme toutes les drogues, on veut y retourner. Et donc on a fait une association, un couplage entre être sur un bateau, enfin, avoir le bateau, et se sentir vivant, et se sentir bien, se sentir dans quelque chose de vivant. Et alors ça tue. Ça c'est le truc qui tue, parce que nous allons très rapidement les uns les autres faire dépendre notre manière de nous sentir en vie sur des objets. Et le problème des objets, hein? Pareil sur un partenaire. Pareil, j'ai envie de... Ben, ça, en plus, alors moi je peux t'en parler parce que je connais par cœur le système. J'ai goûté par un partenaire magnifique, que j'ai trouvé magnifique, parce qu'on projette, hein, énormément. Hein, on projette parce qu'on goûte des sensations agréables, très agréables. On le goûte physiquement, sensoriellement. Et qu'est-ce qu'on cherche tous? On cherche à se sentir vivant. On cherche le plaisir, on est orienté sur la vie, vivre et mourir, le danger, et la deuxième orientation, notre formatage, c'est sur le plaisir. Et on ne veut pas du déplaisir. Donc dès qu'on goûte quelque chose de plaisant, voire de très plaisant, à ce moment-là, on a une mémoire de ça, et on veut y retourner. Et évidemment, ça se porte très souvent sur des personnes. Alors pas que, hein, ça peut être un objet, une personne, n'importe quoi. Hein. Alors quand ça se porte sur une personne, tu comprends bien que c'est embêtant, hein, parce que, et tu te dis, c'est grâce à lui que, pareil, comme le petit,
c'est grâce à lui ou c'est à cause de lui que je me sens bien, heureuse. Voilà. Donc je donne le pouvoir. Comme quand je suis petit, je donne le pouvoir à maman. C'est grâce à maman, pas maman. Mais on fait la même chose à l'âge adulte. Donc c'est ça qui est curieux. Et en même temps, c'est légitime puisqu'on est fabriqué pour aller sur le plaisir. Sauf qu'on attribue à l'objet les qualités de nous sentir bien, agréable. On lui attribue ça. C'est-à-dire que c'est grâce à lui qu'on se sent bien. En même temps, Vicky, c'est quand tout le monde connaît l'état amoureux. Oui, mais c'est ça. Voilà. Oui, et ben oui, et alors? Donc, oui, ça nous rend vivants. Oui. Bah, ça te rend vivant. Bah, bien sûr. Alors, ce qui te rend vivant, c'est à un moment donné, à un instant T, tu vis quelque chose de magique dans l'union. Voilà, il y a un état. Donc, tu as goûté ça, et c'est ça, c'est que tu veux retourner. Mais tu attribues au partenaire cette capacité de te rendre vivante à chaque fois. C'est-à-dire que tu lui donnes ce pouvoir. Et donc, du coup, il va se trouver que parfois, ce partenaire va être OK pour. Donc ça va marcher, il va satisfaire ton désir. Mais parfois, il ne va pas être OK pour. Parce que je sais pas, il y a quelque chose qui te gratte et donc il ne va pas te donner ce que tu veux. Et c'est là où c'est la catastrophe commence, parce que tu te fixes sur l'objet et tu veux ton objet et tu es frustré si tu n'as pas ton objet. Et tu fais dépendre ton bonheur, ton bien-être, ta vie, enfin tout et n'importe quoi, sur l'objet. Donc tes pieds et poings liés à l'objet. Et la plupart de nos objets... Vous avez remarqué que la plupart de nos objets, de nos attachements aux objets, sont prometteurs. Parce que même, c'est de l'imaginaire, parce que même quand vous les avez, si vous les avez toute la journée, si vous les avez 24 heures sur 24, mais oui. Mais oui. En plus, c'est décevant parce que dans le réel, quand votre objet est vraiment, mais vous l'avez tous vécu, quand l'objet de convoitise est vraiment là, vous l'avez acquis, hein, il est vraiment là, eh ben non. Hein, donc l'objet de convoitise, ce sont des objets, tous nos attachements aux objets de nos désirs. Ça part évidemment d'une bonne intention qui est de nous sentir vivants, hein, de faire vivre le jeu de la vie à travers le fait de se sentir vivant. Mais on va fixer sur des objets, mais peu importe l'objet à la limite. Et du coup, on est pieds et poings liés à l'objet parce que si on n'a pas ça, on s'imagine qu'on ne se sent plus vivant, on est vide, on est creux, on ne sent plus rien. Donc il nous faut l'objet. Et c'est là où on se perd dans l'objet. Et les objets sont toujours, la plupart du temps, décevants. Ils sont agréables une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis au bout de 10 fois, 15 fois, 150 fois. Bon. Pareil pour l'amour et la sexualité, c'est la même chose. Hein. À un moment donné, vous allez en être déçus. On est tous déçus. Donc c'est comme ça. Mais même quelqu'un qui a la passion, par exemple, du voyage ou la passion du bateau... je parlais avec un ami là, il y a 3 jours qui passait toute sa vie à rêver de son yacht. Ah ouais, il a son yacht là. Et ben, voilà, alors il est content, mais jusqu'à un certain point. Parce que maintenant qu'il a réalisé le rêve de sa vie, maintenant il a son yacht. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il faut l'entretenir. Voilà. Faut partir sur son yacht. Bon, on fait des voyages, d'accord. Bon, il y a des côtés sympas, je ne dis pas. Hein. Mais c'est beaucoup moins... dès que ça tombe dans le réel, ça perd tout le côté désirant. Ça perd tout le côté imaginaire. Et notre imaginaire, c'est ça l'histoire, c'est que notre imaginaire nous embarque. Et c'est ce que dit Spinoza, qui était un philosophe des Lumières, du XVIIe, et qui était aussi un philosophe de la raison, hein, et qui disait comme ça que si on commence à être beaucoup plus dans le raisonnement, c'est-à-dire ce que je vous explique, c'est-à-dire de comprendre le mécanisme en jeu de nos manières d'aller nous sentir désirants, mais d'attribuer à nos objets le pouvoir de nous rendre heureux, si on commence à pouvoir raisonner, à mettre du discernement, on pourrait quand même aller mieux dans cette affaire-là. Et donc lui, il a distingué, par le raisonnement justement, les désirs actifs des désirs passifs. Alors, les désirs actifs, pour lui, c'est
ok, on a des objets de convoitise, hein, ça peut être un partenaire, peu importe. Mais on va faire dépendre, la liberté pour lui, c'est de ne faire dépendre que de nous, de ce qui ne dépend que de nous, pas d'une cause extérieure. À partir du moment où j'imagine que cette personne-là va vraiment m'apporter le bonheur et que je fais dépendre mon bonheur de la personne, je suis dans ce qu'on appelle un désir passif. Donc les désirs actifs, c'est moi qui suis acteur et ça ne dépend que de moi. Les désirs passifs, déjà c'est souvent des désirs imaginaires, c'est même pas réel. On croit que si on a ça, on va être heureux. On croit que, voilà, on croit que, même pas forcément vrai. Et en plus, c'est pas la réponse à nos besoins n'est pas forcément dans nos mains. C'est l'autre, si son bon vouloir, si oui il veut donner, il veut pas donner, voilà. Donc pour lui, il y a quelque chose à voir avec l'histoire de la contrainte, parce que je me contrains quand je ne peux pas aller dans cette joie d'être l'acteur. C'est moi qui suis acteur de mon désir, dans les désirs actifs. Ça ne dépend que de moi, je ne fais pas dépendre ça d'une situation extérieure, d'une personne ou de mon imaginaire qui s'imagine tellement que voilà, si j'ai ça, je vais être heureux, quand j'aurai ça, je vais... Ben, c'est ce qu'on se dit tous, hein. Quand j'aurai ça, je vais être heureux, j'aurai ma famille, je serai heureux, j'aurai cette femme, je vais être en couple, je serai heureux, je vais avoir ma maison, je serai heureux. Donc on s'imagine plein de choses et c'est jamais vraiment le cas en fait. On court sans arrêt d'un désir à un autre, d'un objet à un autre, d'un objet à un autre. Et en fait, on se rend super malheureux parce qu'on se rend compte au bout d'un certain temps que voilà, on passe notre temps à courir d'un truc à un autre, ce qui ne nous rend pas tellement plus heureux que ça. C'est toute l'insatisfaction du réel en général. Hein. Donc ce philosophe de la joie, puisque Spinoza c'était un philosophe de la joie, hein, et il disait comme ça aussi que c'était le philosophe de l'être-té, aussi de l'être. Bon, à son siècle à lui, il s'est séparé des dogmes religieux, hein, où on était dans la foi de Dieu à l'extérieur. Hein. C'était un Dieu qu'on vénérait à l'extérieur. C'est toujours encore le cas dans plein de religions. Mais lui, il a été justement un des premiers, enfin, qui a repris, qui était là dans la pensée moniste, où le Dieu est à l'intérieur. C'est-à-dire, on est des dieux. Hein. On est tous de l'absolu. On est de l'être. Et l'être, c'est l'absolu. C'est l'infini, c'est l'immanescence, c'est la transcendance, c'est l'unité. Et donc, ça vit en nous. Voilà. Donc ça a été quand même, il était révolutionnaire à cette époque, d'ailleurs il s'est fait excommunier parce que ça passait pas du tout. Hein. Donc il a eu une vie qui était très rétractée comme ça dans son coin, où même tous ses écrits c'est imbuvable. Hein. L'éthique c'est même pas la peine parce que c'est que de la géométrie, parce que justement il était obligé de se planquer, de pas tellement faire valoir ce qu'il racontait, tellement que c'était mal vu à l'époque. Bon, en tout cas, de cette philosophie de la joie, parce que pour lui, c'était la vertu la plus ultime, c'était vivre le désir et se réjouir d'être dans la joie. Hein. C'était vraiment la philosophie de la joie, mais la joie pas à n'importe quel prix, pas à un prix irraisonnable, hein, c'est-à-dire d'être pris par le jeu de nos objets de convoitise prometteurs qui finalement ne donnent pas leurs promesses, mais d'admettre de la raison là-dedans, de comprendre ce mécanisme et de ne plus faire attribuer aux autres, aux situations, à notre imaginaire, nos besoins, nos goûts, nos désirs, etc. Voilà. Et donc il y avait quelque chose de l'ordre pour lui d'avoir une pensée adéquate ou une pensée inadéquate. C'est-à-dire, dans les désirs actifs, je suis dans une idée adéquate de mon désir. Et quand je suis dans un désir passif, je suis dans une idée inadéquate portée sur l'objet de mon désir. C'est l'idée que je me fais que ça va être bien pour moi, mais c'est une idée que je me fais. Parce qu'une fois que j'aurai ma maison, une fois que j'aurai cet homme-là, c'est même pas gagné que ça va être bien pour moi. Donc c'est une idée inadéquate. Alors que... Eh ben, c'est quelque chose qui dépend que de toi. Par exemple, maintenant, moi maintenant, ça me fait super plaisir d'être avec vous. Ça dépend que de moi. Ça dépend pas. Si je cherche pas à vous satisfaire, à répondre à toutes vos attentes et à être plus que parfaite, etc. Parce que ça dépend pas de moi. Ce qui dépend que de moi, c'est d'être dans la joie de transmettre, tout simplement. Voilà. Après, ce qui ne dépend pas de moi ne dépend pas de moi. Donc, si je suis capable de relever ça
et que je me mets pas martel en tête pour essayer de faire en sorte que tout le monde soit content sortant de là, que je vois. Ça serait un truc de l'ego, mais on est tous avec ça quand même. Il faut reconnaître qu'on a tous des peurs, on a tous des envies d'être bien évalués, d'être voilà, d'être aimé, d'être ceci et cela. Mais en même temps, là, de nouveau, c'est un désir passif. C'est-à-dire, je fais porter aux autres la satisfaction de mes besoins. Alors que ce qui relève que de moi, c'est ça. C'est ici, là, maintenant. Voilà, là, c'est ma joie de partager. Ma joie de contribuer, ma joie de partager. Hein, le reste, ça ne dépend pas de moi. Donc, est-ce que je me mets martel en tête avec ça ou pas, quoi? Et on peut se fatiguer comme ça. Hein. Donc c'est l'idée adéquate ou l'idée inadéquate de ce que j'imagine qui serait bon pour moi. Si tout le monde m'aime, je vais être heureuse. Mais d'abord, tout le monde ne m'aimera pas. Et c'est pas dit que si tout le monde m'aime, je vais être heureuse. Ouais. Oui. Ah bah il y aurait autre chose. Là, c'est un exemple que j'ai donné, mais parce que c'est le premier exemple qui me vient ici. Hein. Mais à tout moment, et ça c'est aussi une piste, à tout moment, si tu es juste présente et disponible à ce qui est, tu peux être dans la joie d'être avec ton café, avec ton chocolat, avec tu vois, quelque chose qui est vraiment tout bêtement présent maintenant. Et regarde là maintenant pour toi, ici, qu'est-ce qui est juste bon pour toi, tu vois, qui ne dépend de personne. Comment le ressentir en fait quand on ne ressent plus? Oui. Alors, une des manières de se connecter à cette joie d'être, qui est immanente, hein, c'est déjà, la première chose pour moi, c'est d'arrêter de se faire la guerre. C'est-à-dire d'arrêter de s'en vouloir, de ne pas pouvoir, tu vois. Tu vois, déjà, première chose, ça c'est de l'autoflagellation plus. C'est je ne me veux pas comme je suis. Je me veux autrement que ce que je suis, tu vois. Donc je vais me juger, voilà. Alors tous les jugements sont terribles. Et la plupart d'entre nous, on passe son temps à se juger, à s'évaluer. Je ne veux pas être comme ça, tu vois. Les autres y arrivent et pas moi. Donc je suis la mauvaise personne. Nous, ça paraît. Et donc il n'y a pas ici d'espace bienveillant en toi qui dit, bah voilà, aujourd'hui, j'ai pas la possibilité d'être dans la joie, voilà, constante. D'abord, personne n'est dans une voie permanente. Hein. La béatitude, c'était visé par des philosophes, mais cette béatitude, elle n'existe justement que quand tu es dans la totale acceptation de toutes tes facettes, et y compris celles où tu te juges, celles où tu n'y arrives pas, celles où tu n'es pas dans la lumière, quoi. Hein, voilà, j'inclus et j'aime ça aussi de moi. C'est-à-dire, je ne me veux pas autrement. Je suis d'accord pour être celle qui, là maintenant, n'arrive pas à toucher ça, par exemple. Tu vois, c'est une partie de toi. C'est pas tout toi, ça. C'est une partie de toi maintenant qui s'exprime, qui est aux commandes et qui dit j'aimerais être autrement que ce que je suis. Et j'y arrive pas. Je suis triste de ne pas y arriver. Tu vois. Et la joie, hein, active, le désir actif ici, c'est je suis au courant que je ne peux pas être autrement et je suis d'accord pour ne pas être autrement. Et j'ai de la joie à être aussi ça. J'ai de la joie à être aussi ça aussi. Je suis pas que la lumière, quoi. Tu vois, on est dans le monde de la dualité. Dans ce monde de la dualité, on veut être que désirant, on veut être que dans la joie, on veut être que une personne extraordinaire, on veut être que libéré de tout, on veut être éveillé, on veut être, je sais pas quoi, hein, on veut être quelque chose, quoi. Et on se dit que si on y arrive avec des techniques X, Y, Z, et bien à ce moment-là, ça y est, on va acquérir la béatitude permanente d'ailleurs. Et en fait, on court après des techniques, on court après des enseignements, on court après des thérapies, on court après des religions, enfin tout ce que tu veux. Hein. Mais c'est juste quelque chose comme ça, quoi. C'est juste quelque chose de l'ordre de si dans un espace, je peux accueillir celle qui ne cherche rien, mais qui est juste dans... C'est ok d'être comme ça, parce que je suis au courant que je suis aussi celle qui n'y arrive pas. Et parfois, je suis celle qui arrive à toucher de la joie. Et parfois, je suis celle qui n'y arrive pas. Et je suis celle qui n'est pas parfaite. Je suis celle qui a peur. Je suis celle qui a envie de satisfaire tout le monde. Je suis celle qui a le goût de partager. Tu vois, si tu peux observer toutes ces facettes de toi, les unes derrière les autres, qui apparaissent dans ton champ, et les inclure, il y a quelque chose qui peut profondément se détendre. Et là, quand je suis en train de parler, je me dis, ça y est, je suis en train de lui donner une technique.
elle va vouloir modéliser la technique et c'est déjà foutu. Mais c'est déjà foutu. Parce que voilà, et la solution c'est qu'il n'y a pas de solution. La solution c'est ok d'être tout ça. C'est ok de pas. Tu vois, si tu cherches une technique, tu es déjà dans. Je crois que ce que je fais c'est pas bien. Elle, ce qu'elle fait c'est bien, elle y est arrivée et pas moi. Donc tu es reparti, c'est reparti mon kiki. En même temps, ça peut ne pas être ok qu'elle sente rien. Oui, mais oui, c'est pour ça que oui, mais c'est pour ça que j'explique, c'est pour ça que je transmets, parce que et puis en plus toute la philosophie de Spinoza, elle était aussi basée sur le raisonnement. Il y a beaucoup de il n'y a pas que Spinoza, hein, mais il y a beaucoup de philosophes qui utilisent le discernement, ce qu'on appelle la lucidité ou la connaissance, pour justement arrêter de se faire mal et de se faire souffrir toujours et encore. Hein. Donc c'est sûr qu'en utilisant la raison, en utilisant la compréhension des mécanismes, c'est sûr que c'est aidant, jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a un moment, il y a quelque chose justement enfin, ça c'est une piste qui est plus spirituelle d'ailleurs, qui est donnée plus dans les enseignements spirituels, qui est si je veux me détendre profondément, donc être en paix de manière plus constante, on va dire, c'est d'accepter la non-paix. C'est de voir que y a plein de moments où je suis pas en paix. Voilà, je suis celle qui cherche, je suis celle qui cherche la paix, je suis celle ou celui qui parfois est happé par l'objet du désir, parce que moi ça m'arrive très souvent encore, hein. C'est pas parce que j'ai compris ces mécanismes que je touche parfois cette espèce de béatitude. Il y a des moments où je suis happé et projeté de nouveau sur je veux mon objet. Je veux cet homme magnifique, je veux je sais pas quoi, je veux toujours quelque chose. On passe, parce que c'est juste humain, voilà. Ça c'est juste humain et c'est juste normal. Et de dire, bah oui c'est normal, ça peut pas être autrement, c'est légitime. C'est pas grave, ça nous formate comme ça, on est formaté pour aller vers le plaisir. Donc est-ce que je peux être d'accord à l'idée d'être formaté pour aller vers le plaisir et de temps en temps être déçue, être insatisfaite parce que j'ai voulu ça, je l'ai pas eu. Des fois je suis satisfaite, je suis super contente. Mais c'est juste humain, je suis tout ça, je suis tout ça. J'entends aussi que la frustration a une importance dans le processus de désir, d'obtenir le désir. Ouais. On parle d'enfant roi. Et donc cette frustration-là, Attends, excuse-moi, on va pas vous entendre ici. On entend parler du besoin de la frustration pour la créativité, pour s'adapter à la vie, à la réalité. Donc dans cette cercle des désirs, objets de désir, et comment la frustration se place? Eh bien, tout simplement, hein, dès que tu n'as pas ce que tu crois qui est bon pour toi, une frustration apparaît. Oui, mais souvent on dit c'est important de savoir faire avec la frustration parce que... Ah oui, donner des limites aux enfants pour qu'ils évitent d'être des enfants rois. C'est ça que tu veux dire, hein? Oui, parce que c'est quand même ça aide à structurer, à accepter la vie comme elle est, les limites, la société, etc. Bah oui, alors là c'est sur un plan plus. Ah oui, c'est pas le bon. si, il enregistre. Sur un plan psychologique pur, hein, par rapport à l'éducation des enfants, mais c'est important aussi de le savoir. Hein, les enfants ont besoin d'abord d'être sécurisés, les tout petits. Voilà. Sécurisés, ça veut dire qu'ils ont souvent très peur, ils ont l'impression qu'ils sont tout seuls, qu'il n'y a personne pour eux, qu'il faut dormir dans un lit où ils sont voilà, ils ont peur. Donc tout ce qui a trait à la sécurité, déjà ça donc, parce qu'un enfant qu'on insécurise tout petit comme ça, c'est pas une histoire de frustration, ça n'existe pas la frustration, on est dans des polarités vie ou mort, hein. Donc c'est sécurité ou insécurité pour les tout petits, hein, j'entends, jusqu'à au moins 1 an, 2 ans quoi, hein. Donc il n'y a pas de frustration, enfin je veux dire, c'est pas quand ils pleurent, c'est pas parce que ils sont en colère ou ils sont capricieux ou ils sont je sais pas quoi, on se raconte, voilà, ça veut rien dire, c'est des besoins, c'est des besoins, voilà. Donc le parent est au service normalement de l'enfant pour protéger l'enfant et donner à l'enfant ce dont il a besoin. Un point, c'est tout. Ici il n'y a pas d'histoire de je fais exprès de t'embêter, je fais exprès de ça n'existe pas. Un peu plus tard, effectivement, il y a cette histoire de l'enfant qui va s'opposer, qui va dire non, qui se rebelle, etc., qui va tester son identité en disant, en étant dans la rébellion, l'opposition, 2 ans, à partir de 2 ans, comme
Alors après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre des limites. Parce que c'est vrai que l'enfant aussi, en gérant ses frustrations, hein, en étant frustré, il va s'adapter au monde du réel et il va apprendre des choses avec ça. Mais il y a frustration et frustration. Et ça dépend des situations, des enjeux et sur quoi ça porte. Parce que quand il y a une forme de persécution, d'autoritarisme de la part des parents, il n'y a pas de bienveillance. Et donc, il n'est pas question de ne pas mettre des limites, mais dans l'éducation des enfants, il est aujourd'hui question de mettre deux mots qui s'accolent, c'est la bienveillance et les limites. Des limites avec bienveillance. Donc, ce n'est pas de l'autoritarisme, c'est pas je t'impose mon monde et je te force à faire ce que tu veux et je suis dictateur, mais c'est ok, je te mets des limites, éventuellement je t'explique pourquoi ça a du sens, parce que c'est quand même mieux si tu mets pas ton doigt dans la prise, parce que là, peut-être, c'est peut-être pas une bonne idée, hein. Voilà, donc quel sens ça a de poser des règles, et c'est toujours fait avec bienveillance. Alors c'est pas toujours obligé d'expliquer pendant des heures à un enfant ce pourquoi, etc. Mais il y a toujours une forme de bienveillance si le parent est protecteur. S'il veut imposer son monde parce que lui-même on lui a imposé par la force, ses parents lui ont lui-même imposé par la force, il va répéter. Donc il n'y aura pas de bienveillance. Voilà. Et ici, s'il n'y a pas de bienveillance, on va retrouver ces engrammes que j'ai expliqués tout à l'heure, je ne te reprends pas. Hein. Donc le parent qui est dictateur, le parent qui est tyrannique est vu comme une bonne personne et c'est l'enfant qui se dit je ne fais pas correct. Et il garde ça adulte. Pour moi, tu dis qu'il va répéter le parent ne peut pas être dictateur, même s'il a cette éducation-là, il se rend compte que c'est pas adapté. Attends, s'il te plaît, tu peux répondre. Tu dis que le parent est dictateur, peut-être qu'il peut changer de comportement, il a été élevé d'une façon oui. autoritaire, mais lui peut changer son comportement, il ne va pas forcément être dictateur. Oui, les parents qui ont vécu de l'autoritarisme, ils vont en général soit vont faire comme, soit ils vont faire contre. Donc soit ils reproduisent le modèle sans le vouloir, ils l'ont emporté, soit ils vont faire contre le modèle, c'est exactement la même chose. Je vais faire tout sauf comme. Mais je ne suis pas libre parce que je fais en référence au modèle. Donc voilà, à un moment donné, la sortie du scénario, c'est ni comme ni contre. Mais en général, de manière systémique, ils vont faire comme ou contre. Voilà, je ne mettrai surtout pas de limite parce que j'en ai bavé et j'ai trouvé que c'était complètement débile. Maintenant, j'ai des marquages de ça et j'en souffre. Donc je ne ferai surtout pas comme ça. Et donc du coup, c'est tous les excès, hein. Part dans un sens ou dans l'autre sens. Tous les parents, il n'y en a pas qui sont au milieu Si, là je disais ceux qui ont... Après, il y en a justement qui font ni comme ni contre, mais en général ça part comme ça. Le plus classique c'est je reproduis à mon insu ou je m'oppose. Est-ce que l'enfant doit forcément passer par la rébellion? Et s'il ne passe pas par l'étape de rébellion à l'adolescence ou l'enfance, Ah oui, attends, pardon. Je vais me reposer ta question. est-ce que l'enfant doit forcément passer par l'étape rébellion pour se sentir bien? Et s'il n'y passe pas, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand il est petit avec un parent dysfonctionnant, c'est ça la question? Le parent dysfonctionnant Ou pas Oui, de toute façon, les stades de développement de l'enfant passent par ce stade de l'opposition. Et si on n'y passe pas? Ça n'a pas existé chez toi? Alors, si ça n'a pas existé, qu'il y a un stade de développement normal, enfin, ça doit apparaître comme l'adolescence doit apparaître, etc. Quand ça n'apparaît pas, on peut te demander qu'est-ce qui se passe que ça soit, se soit tu comme ça. Comment ça se fait que tu n'aies pas pu marquer quelque chose de l'ordre de je suis pas d'accord, ou je suis fâchée, ou je pleure, ou je crie, etc. Donc on peut se demander où est passée la colère ici, la révolte. Il faut forcément un moment, du coup, même adulte. Ouais. Du coup, il faut, à l'âge adulte, passer par ça. Il n'y a pas besoin de se rebeller, de faire des crises d'adolescents, c'est pas ça le problème. Hein. C'est est-ce que la colère, est-ce que ma capacité de m'affirmer, parce que la colère c'est l'émotion de l'affirmation de soi, est-ce que c'est présent en moi ou pas? Est-ce que je suis en capacité de poser mes limites ou pas, de m'affirmer ou pas, de me sentir dans ma puissance ou pas?
Voilà, donc s'il y a une problématique de l'ordre je n'arrive pas à m'affirmer, je manque de confiance en moi, on va voir qu'en général, il y a quelque chose de l'ordre de la colère bloquée. J'ai pas pu me mettre en colère à certains moments que j'aurais voulu, j'ai pas pu. Souvent pour protéger le parent, parce que le parent est tellement gentil, ça peut être un parent hyper protecteur, on va quand même pas être méchant avec ce parent-là, hein, il est tellement gentil avec nous, mon Dieu qu'on se fâcherait. On peut pas se mettre en colère contre un parent très gentil. Donc voilà, plein de raisons pour lesquelles on peut pas se mettre en colère alors qu'on l'enfant, de temps en temps, voilà, il a envie d'envoyer péter le parent quand même. Mais quand il peut pas le faire, il va stocker et ça va rester à l'intérieur. Donc grand, il va avoir des difficultés de s'affirmer, de sentir sa puissance, etc. Et c'est important aussi parce que c'est une énergie, la colère c'est une énergie comme une autre, hein, c'est une forme comme une autre. Et elle est aussi importante pour sentir ta puissance que la tristesse, que la joie, que d'autres émotions. Hein. C'est important de sentir ta puissance. Parce que, je reviens sur cette histoire de puissance, et ce que disait Spinoza, il disait que être en joie, c'est aussi sentir cette puissance d'aller dans nos désirs actifs. Donc, ça nous fait du bien d'obtenir ce qu'on veut. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la puissance, et la joie augmente avec le fait d'aller toujours et encore plus dans nos désirs actifs. On sent cette puissance, et qui n'est pas là, ici, en lien avec la colère, mais c'est « Waouh, c'est super, je suis capable, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de ça, j'ai envie, par exemple, de partager, je vous partage. Waouh, c'est super ». Il y a quelque chose qui agrandit la puissance de la joie quand je vais vers quelque chose qui me plaît et qui me fait du bien. Condition pour lui que ce soit des désirs actifs et pas des désirs passifs. Ne pas aller dans la colère, est-ce que c'est la même chose que d'éviter les conflits dans les relations? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est deux choses différentes? Pareil. L'évitement des conflits, c'est l'incapacité, la peur de... Ouais. Il faut voir, voilà, quand j'évite les conflits, donc il y a une peur qui arrive. Hein. J'ai peur que l'autre me rejette, j'ai peur que l'autre soit fâché, soit mécontenté, qu'il y ait des conséquences fâcheuses sur la rupture du lien. Très souvent, j'ai peur qu'il n'y ait plus de lien. Je veux préserver l'harmonie du lien, des choses comme ça. Alors tout ça, c'est beaucoup d'imaginaire, hein, on s'imagine des tas de choses, parce que ça, c'est des... relatif à ce qu'on a vécu petit, hein, donc on continue de s'imaginer ça, donc je vous rappelle que l'enfant veut préserver toujours le lien, hein, donc il se raconte ça, donc c'est toujours vrai adulte, donc les personnes qui ont peur des conflits, il y a de ça dans l'air, et donc elles sont prêtes à tout pour pas y aller, mais derrière la peur, il y a toujours un désir, et le désir, c'est de préserver le lien ici, dans l'exemple que je t'ai donné, c'est ça le plus grand, c'est... je préfère ne pas les conflits, donc de ne pas ramener ce que je pense, parce que je veux d'abord, la priorité, c'est de préserver le lien, à tout prix. Hein? Donc, derrière la peur, il y a toujours un désir. Et donc, nous les psys, on va s'intéresser au désir qui est derrière. Par exemple, la prise de parole en public. Hein. En Europe, il paraît que c'est la situation qui est la plus phobique. Il y a 70% des gens qui sont archi-phobiques de prendre la parole en public. C'est étonnant, mais enfin c'est comme ça. Bon. Et derrière cette peur, il y a quelque chose, il y a un désir, c'est de contribuer, c'est de s'exprimer, c'est de partager quelque chose, faire comprendre quelque chose, etc. Bon. Et cette envie de contribuer, elle est paralysée par la peur. Donc ça veut dire que derrière, il y a la personne qui ne se sent pas en sécurité, puisqu'elle ne peut pas aller dans je m'exprime. Et donc, ça veut dire qu'il y a un besoin de sécurité qui n'est pas nourri, qui n'est pas rempli ici. Parce que probablement, elle se dit, oui, mais si je parle en public, je vais être évaluée, mal évaluée, je ne vais pas plaire, on ne va pas m'aimer, mon discours va être nul, je ne suis pas OK, on recommence toujours, c'est le même schéma. Hein. Donc on va s'intéresser au plus grand désir, qui est ici en général pour les personnes qui parlent en public, le désir c'est de partager, de contribuer. Hein, et on va s'intéresser aussi aux besoins de sécurité. C'est-à-dire que la personne ne se sent pas en sécurité, donc elle ne peut pas aller au bout de l'expression en public. Elle ne peut pas le faire, pas réaliser son désir.
Voilà, donc on regarde toujours qu'est-ce qui est caché derrière ces histoires de peur, d'inhibition, hein, puisque c'est ça, c'est ce qui va freiner l'élan. Hein. J'ai un élan, j'ai envie d'aller vers quelque chose, et d'un coup il y a une inhibition qui se lève. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la peur, et quel est le besoin qui est à satisfaire? Et souvent ce sont des besoins de sécurité. Donc on va s'intéresser à comment la personne peut augmenter le fait de se sentir en sécurité, de prendre soin d'elle, de se sentir en sécurité dans des situations de type phobique comme ça. Parce que c'est important. Ce besoin-là est drôlement important. On ne peut pas faire genre, bah non, voilà, ça n'existe pas. Hein. Donc il faut d'abord qu'elle se sente en sécurité pour retrouver le goût de s'exprimer et de partager aux autres. Alors après, on va travailler sur comment je vais se sentir en sécurité. Hein, et puis il y a ces histoires d'imaginaire. J'imagine que les autres vont mal me juger, donc je crois que je ne suis pas correcte, tous ces trucs-là hein, qui tournent autour. Alors voilà, ça vous fait réagir sur quoi? Le désir, la peur, l'inhibition? Attends. Après, je vous donnerai quelques pistes. Par rapport au désir, il y a aussi l'excès inverse. En fait, ce sont les parents qui gâtent énormément, qui donnent trop au-delà des besoins des enfants. Finalement, ça peut donner des enfants qui n'ont plus de désir parce que tout tombe du ciel, il n'y a aucun effort à faire, il n'y a plus cet élan, c'est plus nécessaire et donc il n'y a plus de désir. Et ça m'évoque une femme que j'ai rencontrée il y a 1 an à peu près, qui me plaisait bien, mais avec qui ça n'a pas fonctionné. Parce qu'elle m'a confié que quand elle était enfant, elle avait été ultra gâtée sur même des choses dont elle n'avait pas besoin. Et du coup, elle ressentait pas suffisamment de désir pour que ça fonctionne entre nous. C'est quand même dommage. Ah Et c'est sûr. Il y a plein d'exemples comme ça où soit le désir il est coupé en plein vol, soit ici il y a de l'anesthésie dès le départ, c'est-à-dire que la personne ne sent même pas l'élan du désir. Tellement il y a eu effectivement du gavage t'as pas le temps de sentir ton désir ici, c'est ça le truc qui s'est passé. Donc effectivement, quand vous avez même pas le temps d'être connecté à vous, parce que il y a quelque chose de quand même de l'ordre de la tyrannie des parents ici, les parents imposent leur désir, ils s'imaginent que l'enfant ça va lui faire plaisir ça. Donc ils ne laissent pas le temps à l'enfant de sentir son propre désir. Il lui propose trop de choses. Il va faire de la musique, il va faire ceci, il va faire cela, et ça va te faire du bien d'aller là, et ça va faire du bien de faire ci, parce que tout ça c'est le prolongement des attentes du parent. Mais du coup ça empêche l'enfant de se connecter à ses propres désirs, d'être tout seul tranquille dans un coin, et puis de se dire bah tiens peut-être que là j'ai envie de dessiner, ou peut-être que là j'ai envie de faire de la musique, ou peut-être que là j'ai envie de rien faire d'ailleurs. Hein, donc cette surproposition, cette surconsommation de propositions comme ça, de stimulation, empêche effectivement l'enfant de se connecter à lui, et donc il est gavé, quoi. Il est surstimulé, voilà, et donc ça fait un adulte effectivement qui n'aura pas appris, qui se sera anesthésié et qui n'aura pas le temps de sentir son propre désir. Mais c'est pareil, on est toujours dans des parents qui imposent. C'est la même chose, c'est pas maltraitant, mais c'est j'impose ma vision du monde, j'impose ce que je crois qui est bon pour l'enfant. Alors bon, c'est une autre manière, mais c'est la même chose, hein, c'est toujours du forçage. Hein. C'est quand même très dur, c'est compliqué, parce que justement, il faut trouver un juste... Ah oui, bah, c'est toujours les équilibres, hein, entre je te propose, mais je t'impose pas. Et puis c'est pas grave si ça correspond pas à ma manière de fonctionner. Peut-être qu'il y a des enfants qui ont besoin de moins faire, et ils sont très bien avec faire peu. Et puis il y en a qui ont plus besoin d'être stimulés, et puis voilà, après, à vous de voir, hein, mais tout l'équilibre. C'est difficile, parce qu'il faut l'histoire de la frustration, il faut tout de même que les enfants puissent être frustrés pour quand même être frustrés.
Bon, ils vont se frustrer tout seuls, hein, t'as pas besoin de faire quelque chose pour qu'ils se frustrent. Hein, je vais te dire, ils vont faire l'expérience de la frustration parce que tu veux, je sais pas quoi, tu veux pas aller à l'école le matin, bon bah t'y vas, donc voilà, ça va vite. Hein, t'as pas besoin de toi de faire quelque chose. Hein. Il y a suffisamment de frustration. De toute façon, regardez le nombre de fois où vous avez envie de quelque chose, vous pouvez pas l'avoir dans l'instant. Hein, pas besoin qu'on nous, les situations elles se présentent sans arrêt. Hein. Donc, il n'y a pas besoin de faire vivre des frustrations. Les frustrations vont se vivre n'importe comment. Ne vous inquiétez pas. Hein. C'est après la réaction du parent, trouver les bons mots pour justement que l'enfant accepte cette frustration et pour éviter, comme vous dites, là, cette coupure. Oui. C'est ça qui est compliqué. Bah, il a le droit d'être mécontent, il a le droit d'être fâché, il a tous les droits. On a tous les droits. On a le droit d'être frustré. C'est pas un problème. Hein. On a le droit de pleurer, on a le droit de crier, on a le droit de pas être content. Et ça n'empêchera pas d'arriver jusqu'ici? Bah, de toute façon, on ne peut pas ne pas faire l'expérience de la frustration. Hein, donc, on ne peut pas. L'expérience de la frustration, tu la feras de toute façon. Tu la feras de toute façon. Et puis, c'est le cas où le désir est tourné vers l'objet. Ben oui. Donc en plus, effectivement, donc, ici il y a comme une croyance qui s'installe, de toute façon, si j'ai ça, je suis heureux. Donc, bon, à un certain âge, vous allez vite vous rendre compte que c'est faux. Hein. Mais bon, donc l'enfant fait cette expérience de s'imaginer ça. Et c'est bien qu'il le fasse, parce que ça fait partie de nous. Je veux dire, on a tous vécu ça et on est tous avec ça. C'est notre formatage, on ne va pas se débarrasser de ça. Hein. C'est plutôt de dire, bah oui, et puis ça vous arrive encore, vous les grands, là, de continuer, d'imaginer que si vous avez ça, vous allez être heureux. Continuez de le faire. Donc, je sais pas moi, quand je vois des célibataires, ils veulent être en couple, ceux qui sont en couple, ils veulent être célibataires. Enfin, ça n'arrête pas l'histoire, là. C'est sans fin, le truc. Donc, ben oui, on est toujours dans je veux ce que je n'ai pas, en m'imaginant que si je l'ai, c'est ça qui va me combler. On fait que ça. Donc, ça, c'est inhérent à l'être humain, mais est-ce qu'on peut arrêter de vouloir être autre chose que ce qu'on a, quoi? C'est ok d'être ça aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, après, éviter de passer son temps à faire que de convoiter des objets, c'est pas mal, parce qu'on se rend compte que c'est un peu une illusion, mais en même temps, vous serez tout le temps, de toute façon, de temps en temps, même en connaissance ce que je viens de vous expliquer, ça ne vous empêchera pas d'être happé, de temps en temps, d'être fasciné, et d'y croire à ce truc-là. Parce qu'il y a un besoin d'y croire, et il y a une partie de nous qui est infantile, qui est immature, et c'est pas gênant en soi. Si on la juge pas, cette partie de nous, c'est notre enfant, hein, c'est notre enfant intérieur qui veut des choses, qui se raconte des histoires, certes, mais il aime bien se raconter des histoires. Il aime bien se shooter aux histoires, parce qu'il faut voir que nos attachements à nos désirs, à nos objets de désir, c'est de l'intensité. Donc, comme on a besoin de se sentir vivant avec de l'intensité, la plupart du temps, on est attaché à nos objets de désir. On ne va pas vouloir, même si vous m'écoutez ce soir, vous n'allez pas dire « Ah bah oui, elle est bien gentille, mais moi, j'aime bien être fascinée. J'aime bien me shooter à de l'intensité amoureuse ou de l'intensité de voyage ou de l'intensité passionnelle de je ne sais quoi, parce que ça vous colle de l'intensité. Et donc, il y a un attachement à l'intensité. Et ça aussi, c'est une deuxième piste. C'est que tant qu'on est dans cet attachement à l'intensité à l'extérieur de nous, sur des objets extérieurs, eh bien on va sans arrêt courir après on va courir. Ça va nous amener à toujours courir après cette intensité-là. C'est un attachement, l'intensité. Hein. Donc ça nous fait souffrir. Tous les attachements nous font souffrir. Une addiction? C'est une addiction. Ça peut être une addiction. Ça peut être une addiction chez certains, hein, effectivement. Sport au niveau, enfin, amour, sexualité, enfin peu importe. Donc dès qu'on est addict à l'intensité, dès qu'on est attaché à l'intensité, ça va nous faire souffrir. Parce que c'est-à-dire qu'on ne va pas tolérer le peu d'intensité, le tiède. On va juger le tiède, on va l'évaluer comme ça, c'est pas vrai, hein, mais la personne va l'évaluer comme pas assez. Tu vois, et elle va même dire des fois, vous allez les entendre, si c'est pas vous, ouais, il se passe rien, je m'ennuie, ou c'est vide, ou je sens rien, ou
voilà, c'est pas intéressant, ou bon, je m'endors à moitié, ou il n'y a pas assez d'intensité. Voilà, il y a un truc de l'ordre, s'il n'y a pas d'intensité, je me sens tout de suite moins vivant, en rate de vie, et donc je vais chercher ça. Donc c'est un attachement très fort qui fait beaucoup souffrir. Voilà, donc comment se débarrasser de ça? Ben, on s'en débarrasse peut-être pas comme ça, on peut juste aussi, justement, comment est-ce qu'on peut, quelque part, on est tellement fabriqué de plein de facettes, on ne peut pas s'ennuyer tout seul avec nous-mêmes. On ne se rend pas compte, on est multi-partout, multi-parties, multi-facettes, multi-tout, quoi. D'un instant à l'autre, on passe de je suis triste, je suis content, je manque d'intensité, je veux l'objet machin, je suis fatiguée, je veux me coucher. Ça n'arrête pas, c'est guerrier à fête chez nous. Donc on ne peut pas s'ennuyer avec nous-mêmes, c'est juste pas possible si on est en connexion avec soi. Après. C'est la connexion avec soi qu'il faut arriver à soi. Oui, c'est ça, c'est s'intéresser à soi. C'est quand tu sais que ici c'est un peu peine perdue l'affaire, hein, sauf sur les désirs qui dépendent que de toi. Tu peux commencer à t'intéresser sérieusement à tout ce qui se vit en toi. Mais c'est un monde qui est passionnant. C'est juste incroyable, tout ce qui se passe instant après instant, quoi. Mais comment on développe C'est... Bah, ouais. Alors, c'est t'intéresser à ce rien, par exemple. Ça, c'est une partie de toi, à ce moment-là, qui est présente. C'est pas toute la journée, mais à ce moment-là, il y a un moment donné où tu touches ça. Donc, tu peux être en contact avec cette partie de toi qui sent le vide et qui n'aime pas. D'ailleurs, d'accord? Et mettre en place un parent, ce que j'appelle un parent nourricier, c'est-à-dire comme un parent, tu sais, une bonne mère qui serait là pour dire, mais parce que c'est tout petit quand tu fais ça. Mais ma chérie, tu sais, tu touches ça, mais c'est pas grave. Et puis, ok, moi je suis là, je te prends dans les bras, et puis t'es pas toute seule, et puis t'as le droit de t'ennuyer, et puis tu vois, quelque chose comme ça. Et c'est encore une autre partie de toi qui pourrait arriver à la surface, qui pourrait dialoguer avec cette partie qui veut se barrer en courant du vide ou du manque d'intensité, tu vois. On peut se passionner pour le vide. On peut se passionner pour le vide. On peut, en tout cas, te passionner pour toi et pour tout ce qui apparaît en toi. C'est ça, c'est faire retour. C'est, je vais mettre mon centre d'intérêt vers moi, au lieu de mettre mon centre d'intérêt sur ce qui va me donner ce que j'imagine qui va me donner de l'intensité et de la vie. C'est les objets à l'extérieur de moi, les objets de mon désir. Que je crois que c'est ça qui va me rendre heureux. Tu vois ? Et ça t'empêchera pas. Il n'est pas question d'arrêter de courir à s'amuser avec plein d'objets. Hein. Moi, je dirais jamais ça, quoi. Il faut, non, au contraire, continuer à jouer, à courir. Mais en conscience, sachez qu'il y a des fortes chances que quand ça ne dépend pas de vous, bah, vous allez vous prendre des rejets, des râteaux, des insatisfactions. Ok. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On s'intéresse aussi beaucoup à soi. On fait retour sur soi. Et plus on est dans des moments de silence ou des moments de retour à soi, tu vois. Et tu peux voir apparaître toutes ces parties. Et sans la juger, sans la blâmer, sans vouloir la faire partir, cette partie de toi qui se touche le vide. Il ne s'agit pas de dire « Oh, dégagez-moi ça, c'est quoi, c'est quoi ?» Là, il y a une autre partie qui apparaît qui évalue celle qui ne doit pas être comme ça. Tu vois ? Et hop, je vois celle qui ne veut pas être comme ça. C'est encore une autre partie. Donc c'est intéressant, il y a encore autre chose qui arrive. Il y a toujours quelque chose qui se passe sans arrêt. Une voix après l'autre, une voix après l'autre. Mais on peut avoir envie, justement, de ne pas vivre ça. Alors, oui, attends, on va poser. Oui, on peut ne pas avoir envie. Ça me semble faire partie aussi d'une certaine évolution de ne pas vouloir ça et de transformer ça. C'est quoi ça, les objets? C'est un sentiment, ce que je pourrais nommer comme défaut, parce que c'est juste quelque chose de redondant qui me bouffe la vie. Je peux avoir envie de transformer ça. Pas seulement mettre de la conscience, mais aussi de passer à autre chose. Oui, alors, oui, bien sûr. Et c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime de se donner les moyens quand on peut se changer soi. Donc de faire du développement personnel, de la thérapie, des tas de trucs, jusqu'à un certain point. Quand ça marche, on est content, on a l'impression qu'on a gagné en puissance, on a trouvé des trucs, on va mieux, à mieux être, voilà, super. Donc, il n'y a aucun souci à faire plein de choses. Hein. Mais ça va jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire que comme on ne peut pas changer tout notre disque dur, donc à un moment donné, il y a
voilà, il y a le fait d'être OK que on aura des moments où on va toucher l'impuissance, ou voilà, ou le manque, ou l'impuissance, ou le vide, et c'est juste légitime. Et c'est pas gênant en soi, si on n'en fait pas un problème. Si tu veux te départir de ça jusqu'à la fin de ta vie, tu vas encore courir après une autre technique, et une autre technique, et une autre technique, et c'est une histoire sans fin parce que tu crois dans la libération, et c'est cette croyance en la libération définitive qui fait que tu ne peux pas toucher cet espace de tranquillité profonde qui est d'être OK avec tout ce qui te traverse, avec tout ce qui est là. Et c'est là où ça se détend profondément. J'accueille toutes les parties de moi, ce qui n'empêche pas que si je trouve un truc, si je trouve une technique qui m'amène à me libérer, à me sentir un peu mieux d'un de mes conditionnements, bah oui, je le fais, youpi, je suis très content. Mais c'est pas, on repart sur une course effrénée d'un enseignement à un autre, d'une thérapie à une autre, d'un développement impersonnel à une autre, enfin sans arrêt, c'est sans fin l'histoire. Et à quel moment Et à quel moment on peut se rendre compte qu'on est là-dedans, qu'on est happé dans ce mécanisme? Parce que tu dis, une fois, on peut essayer sur une chose, et puis sur une autre, et puis à quel moment je peux observer que je suis dans la consommation, que je suis dans l'illusion, que je ne peux pas tout arranger, parce que si on peut en faire un petit peu... Oui. Eh ben, je sais pas, moi, moi je fais ça le soir avant de me coucher, je fais souvent, comme je suis toute seule, tranquille le soir... fermez les yeux et puis vous faites un peu le bilan. Vous voyez dans la journée s'il y a eu des émotions fortes ou des sentiments d'impuissance forts ou d'insatisfaction forts, il y a des chances que vous ayez été happé par un objet de fascination ici. Ben ouais. Et que dès que c'est quelque chose de fort et d'intense, lié à l'insatisfaction ou la reconnaissance, ou même dans le positif, hein, quand il y a eu quelque chose de très positif et de très fort, c'est souvent, c'est ce qu'on appelle l'ego, mais c'est ok d'avoir un ego, c'est pas un problème. Mais c'est notre enfant, notre petit enfant intérieur qui est tout content et qui croit que grâce à lui ou à cause de lui, voilà, il a eu ses jouets préférés. On est tout content. Voilà, mais c'est un tout petit, donc c'est mignon, quoi. Tu vois ? Donc il n'y a pas à se départir de ça non plus, ça fait partie de nous. Et puis c'est super d'être tout content, d'avoir réussi à avoir ta carotte que tu voulais, tellement ta carotte, tu vois. C'est super. Mais ne pas être dupe, voilà. Tu vois, et ne pas être dupe. Ouais, j'ai beaucoup parlé. Je voulais juste continuer à donner des pistes, parce qu'il y a autre chose qui me vient sur justement ce que disait Spinoza. C'est cette histoire de revenir à la source du désir. Hein? Ici, c'est la source, ici, c'est l'objet du désir. Et donc, il disait comme ça, si tu restes à l'endroit où tu te remets en contact avec la source du désir, eh ben, tu es un être désirant et tu te remplis de ce désir, sans forcément avoir besoin d'aller au bout et d'obtenir l'objet. Parce que l'objet, on ne sait pas, hein. Peut-être oui, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais vraiment sentir la vie te traverser dans cet être désirant que tu es, pour te sentir plein de ton désir. Et donc d'arrêter avec l'attachement à l'objet. Se remplir de son propre désir. Alors ça, c'est une piste. Moi. Alors, bon, pour la petite anecdote. Vous avez compris le truc? Bon, alors, facile à dire. Voilà, alors, j'ai reçu cette piste d'un enseignant de Tantra avec qui j'ai travaillé pendant des années, que j'aimais beaucoup par ailleurs. Et un jour, j'avais ramené ça sur le tapis en groupe et j'avais dit, ouais, j'étais super amoureuse d'un beau garçon, comme d'habitude, je suis toujours amoureuse des beaux garçons. Et donc, je lui avais dit comme ça, mais ce garçon magnifique que j'ai réussi à avoir. En plus, c'était déjà youpi, alors j'étais vachement contente. Ah ouais, grâce à moi, c'est trop bien, tout. Je suis trop forte. Mais alors une fois que je l'avais, après c'était deuxième histoire, c'est qu'il voulait pas beaucoup faire l'amour avec moi. Et moi, c'était le beau garçon, et donc j'étais là, c'était l'objet de convoitise de mon désir, quoi. J'en pouvais plus, quoi. Mais ça dépendait pas de moi. Et j'avais beau essayer de marchander, de négocier, j'ai joué toutes les stratégies possibles. Ça marchait pas à tous les coups, mon histoire. Et donc j'étais dans une souffrance, mais c'était horrible.
Mais vous imaginez pas comment j'étais mal, parce que ne pas avoir ce que je voulais à ce moment-là, c'est tellement important pour moi que ça me mettait dans une souffrance horrible. Mais un truc que j'arrivais même pas, j'étais oxy, quoi. Je m'en sortais plus avec ça. C'était vraiment très souffrant. Bon, alors je lui ai dit, voilà, comment je fais, je suis obsédée, il veut pas me donner, je suis vraiment malheureuse, je pleurais tout le temps, c'était un désastre mon histoire. J'arrivais plus à trouver d'optimisme, j'avais plus rien. Donc il a dit, voilà, cette piste-là, donc nourris-toi, j'aimais bien, de ton désir, remplis-toi de ton désir, reviens à la source, au lieu d'être attaché à l'objet. Donc quand tu commences à sentir que tu as du désir, au lieu de le projeter sur l'autre, remplis-toi de ton propre désir. Eh ben j'y suis pas arrivée. À l'époque, ça n'a pas marché. Et alors, ouais, j'ai compris quelque chose, j'ai piégé le truc. Mais à l'époque, ça parlait. Et en plus, je me dis, lui qui est tellement intelligent, qui connaît tous les trucs et tout, il m'a dit ça, il m'a donné cette piste quand même. En plus, j'y arrive pas, je suis trop nulle. Alors, en plus, il y avait effectivement le jugement de les autres, ils y arrivent, moi, j'y arrive pas. S'il m'a dit ça, c'est que c'est un expert et moi, je suis trop nulle, j'arrive pas à utiliser cette piste, qu'est-ce que je fous, etc. Donc, alors ça, c'est terrible, ça. Donc, et en fait, maintenant, avec du recul, cette histoire, j'ai compris cette histoire j'ai pigé il n'y a pas longtemps, hein, cette histoire d'être à la source du désir, là, de se nourrir et de se remplir de son propre désir d'être. Parce qu'en fait, c'est ça que veut dire Spinoza, c'est cette histoire d'être dans la joie de l'être. Et que cet être, il est immanent et il ne dépend d'aucune situation extérieure. Alors, il faut le toucher. Comment je peux vous l'expliquer, ce truc-là? C'est que quand tu as vraiment pigé cette boucle cybernétique du malheur là, qui fait que tu fais dépendre des autres, déjà c'est une chose, déjà ça va calmer quand même le jeu. Hein. Parce que tu y crois moins quand même à tes trucs, tes objets, tes voyages, tes hommes, tes ceci, tes mariages, en fait tout ce que tu veux d'ailleurs. Donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus déjà de l'ordre de ah ouais, est-ce que je peux me réjouir dans l'instant de tout ce qui fait ma petite existence, mon existence, maintenant, d'instant en instant. Vous allez trouver plein de choses à vous réjouir dans l'instant. Si vraiment vous portez votre attention là-dessus, au lieu de porter votre attention là-dessus. Déjà, ça c'est petit. Hein. Et puis, surtout, ce désir de ne pas être autre chose, ce désir d'être exactement ce qu'on est. Je suis celle, parce que si je m'étais fait le truc à l'époque, ça aurait marché, je pense. Je suis celle qui n'arrive pas à me décrocher de mon objet de convoitise. C'est-à-dire, voilà, à cette époque-là, c'était ça. Et je suis celle qui juge que je ne suis pas capable d'y arriver, à me remplir à la source de désir. Tout ça, ça paraissait en moi. Mais j'étais incapable de l'accueillir. Il n'y avait pas quelque chose de plus vaste qui pouvait voir toutes ces parties de moi, et sans les juger, sans les blâmer. Et c'était ça qui est vivant. C'est vivant d'être tout ça à la fois. Parce que j'étais aussi dans cette frustration, et c'est une partie de moi qui apparaissait. Et dans cette partie de moi qui jugeait que je devais pas, que les autres ils y arrivaient pas moi, et cet expert est tellement extraordinaire et pas moi. Et, enfin tout ça, c'est quelque part, si on prend le goût de tout ce qu'on est, il y a tout ça qui nous meut, quoi, qui agit en nous. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi de temps en temps des moments où je suis sautillante, des moments. Il y a plein de parties de nous. Il y a plein de choses qui sans arrêt nous meuent comme ça. Et si on arrête de vouloir une chose et pas l'autre, si on est d'accord de vouloir aussi accueillir nos zones d'ombre, celle qui est frustrée, celle qui comprend rien, celle qui n'y arrive pas, celle qui comprend, celle qui veut son objet, celle qui n'arrive pas à ne pas vouloir son objet. Si on est OK d'accueillir toutes nos parties, il y a quelque chose qui se relaxe profondément à ce moment-là. Parce qu'on arrête de courir derrière quelque chose. Et quand on court après, on court après et c'est pas grave, on est d'accord de courir après. Tu vois, il y a vraiment un truc qui s'étend. On s'enferme dedans, évidemment. Non, parce que t'es les deux, il y a les deux. Ça t'empêche pas de... Attends, excuse-moi. Eh ben, alors attends, vas-y, repose ta question parce qu'elle est intéressante. Si on voit que les zones d'ombre en nous et pas les zones de lumière, comment...
Eh ben, tu fais ce que la plupart d'entre vous ici ont certainement fait, des stages de développement personnel, augmenter les ressources, tout ce qu'on fait sur ce qu'on appelle l'avant-plan, c'est-à-dire le développement des ressources, de la thérapie, des choses qui vont te redonner de l'élan de vie, de la vitalité, le goût de toi, des choses que, tu vois, la joie de vivre, quoi, la joie de vivre mais qui est apportée par des objets. Donc, à un moment donné, tu peux être addict au plaisir. Tu vois, addict aux ressources. Donc on va retomber dans le système. C'est pas une finalité en soi, hein, mais c'est quand même utile d'utiliser tous les moyens à bord pour retrouver des zones de lumière, de la joie, de l'élan, de vie. Tu vois, c'est l'élan vital. Mais c'est pas la joie de l'être, hein, c'est l'élan vital. C'est autre chose. C'est pour éviter la dépression, tu vois. Donc voilà. Donc ça, et donne-toi les moyens. Si tu augmentes tes ressources, super, magnifique. Mais c'est pas une fin en soi. Parce qu'après, tu deviens addict aux ressources et addict au plaisir. Et donc, tu crois qu'il te faut ta biodanse, qu'il te faut ton amoureux, qu'il te faut ton théâtre, ton cinéma, tati, tata, enfin tout et n'importe quoi. Et c'est sans fin. Et donc, c'est une addiction au plaisir, c'est une addiction comme une autre. Voilà. Parce que dès qu'il y a du déplaisir, hop, t'en veux pas, c'est reparti, tu veux, c'est sans fin l'histoire, sans fin. C'est une course sans fin. Et plus tu veux du plaisir, et plus tu vas te taper le déplaisir. Hein. Bah oui. Ah bah c'est sûr, parce que t'as pas l'un sans l'autre. Donc tu vas attirer le manque, parce que tu veux du plein. Donc tu vas mettre ton attention sur le... Quand c'est plein, tu vas dire « Ah ouais, super, ah, c'est trop fort, c'est trop bien, machin, tout ça ». Et donc forcément, dans pas longtemps, tu vas tu vas mettre ton attention sur le vide, puisque toi, tu vas le voir, le vide. Bah oui. L'autre à côté va pas le voir, puisqu'il n'est pas attiré par le plein. Donc il ne va pas s'intéresser au vide. Voilà, tout simplement. Moi je pense à ce que tu as dit tout à l'heure, l'état amoureux. Ah, attendez. Après, je pose ma question. Oui, oui, oui. Mon désir. Je peux commencer d'abord. Non, bah reste. Je pense que l'état amoureux, c'est ça. Ça quoi? C'est cet état-là dans lequel finalement on n'a pas tellement envie de sortir. Parce que c'est tellement agréable. Oui. Et donc? Bah, et donc, pour tous les autres types de désirs, tous les objets que tu as pu citer, je suis d'accord. Mais l'état amoureux, on n'a pas forcément envie d'en sortir, même si ça donne des moments très douloureux. Mais c'est peut-être pas obligatoirement. Attends, passez-vous le micro. Quand je parle de l'état amoureux, Passe-lui le micro parce qu'on l'entend pas. Envers un être, ça peut être un état amoureux devant une fleur. Ah oui, non, moi je parlais de l'état amoureux à l'égard d'une personne. Et ça, Oui. être amoureux de la vie. Oui. Donc oui, pour répondre à cette question qui est oui, il y a des personnes qui ne veulent pas en sortir, mais parce qu'il y a de l'intensité surtout sur la fusion et la rupture et la souffrance à la rupture et la souffrance au rejet et à l'abandon et à la trahison et tout ce que vous connaissez. Hein. Non, mais même sans trahison, sans rupture, sans douleur, l'état amoureux te met dans un état d'addiction. Oui. Ben oui, puisque c'est fait pour. On est. Ben oui. Est-ce que pour autant, il faut chercher à en sortir? Ah bah, si ça te met pas en souffrance. Et pourquoi? Parce que l'amour, c'est la base aussi. Enfin, ben oui, justement. Oui. Tant que. Non, mais de toute façon. Il y a plein de personnes qui sont amoureuses de leur état amoureux. Elles ne sont pas amoureuses de l'objet d'amour, elles sont amoureuses de leur état amoureux. Mais c'est un super cocktail dopaminergique, c'est le truc du siècle. Hein. C'est vraiment... Enfin, ça a toujours été, mais... Ça a toujours été, oui. Mais c'est vraiment, au niveau chimique, c'est ce qui est le plus top, quoi. Ça fait bondir des montagnes. Donc on va être addict à cet état-là la plupart du temps. Et pourquoi pas? Ben pourquoi pas? Mais tout est bien, il n'y a pas de problème. Hein. Mais pourquoi pas? C'est juste que... C'est juste que quoi? C'est juste que tu fais dépendre ton bonheur d'une personne.
et que cette personne, tant qu'elle te donne satisfaction et qu'elle satisfait et nourrit ton besoin amoureux et ton état cuit les oiseaux, tout va bien. Mais quand c'est pas le cas, parce que d'un coup ça la gratte et qu'elle n'est plus présente et qu'elle en va voir une autre ou qu'elle a pas envie d'être attentionnée ce jour-là parce que je sais pas quoi, et qu'elle est fâchée parce que tu lui donnes pas ce qu'elle veut. Enfin, dès qu'il y a de l'insatisfaction dans l'air, eh ben, du coup, tu vas être moins heureux, tu vas commencer à dire « Ah, à cause de toi, je suis mal », tu vas te sentir seul, tu vas le vouloir encore plus, tu t'imagines que s'il n'est pas là, tu vas mourir, ou t'es mal, ou des trucs comme ça, voilà. Et c'est le début des emmerdes. Non, mais ça veut dire que tu n'as rien compris, parce que ça veut dire que si tu sais pas qu'une histoire comme ça, de toute façon, elle n'est jamais parfaite, bah oui. Rien n'est parfait, et que tu te contentes de ce que ça t'apporte, ça va. Bah oui, mais à condition de se contenter et de ne pas faire dépendre son bonheur de l'autre, ce qui est extrêmement rare. Parce qu'en général, une fois que tu as accroché la personne, tu l'as associée à ton plaisir, à ton bien-être. Donc tu crois que c'est lui qui est celui qui te donne ça, tu vois, tu as vraiment associé, quoi, tu es attaché à l'objet. Tu n'arrives pas à te détacher de l'objet. Et donc dès qu'il te manque, tu te dis il me le faut, c'est ma drogue, quoi. Et en général, la drogue, c'est même plutôt que l'objet, c'est l'état amoureux. Hein. C'est au-delà de la personne. Hein. Et on peut être amoureux de l'amour aussi. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est l'état amoureux. Tu es amoureuse de ton état amoureux. Donc c'est l'intensité, en fait, après quoi tu cours. Donc après, c'est Jean-Paul, Yves-Marie, Alain, tous les prénoms. Hein. C'est tous les prénoms de la liste. Tu les fais tous et puis c'est pareil. C'est ton état amoureux, c'est tout. Bon, quand tu es au courant et que tu le reconnais, ça va, c'est pas gênant. Hein. Et ben voilà. Mais de nouveau, mais il n'y a pas de problème. Il y a juste à voir comment on va se faire souffrir. Parce que si d'un coup, dans une période de ta vie, va savoir pourquoi, il y a moins d'objets d'amour qui apparaissent et donc ton état amoureux, il est affaibli, ben ça y est, tu es reparti dans le manque. Et donc il va te falloir partir à la chasse. Et c'est reparti mon kiki. Donc c'est compliqué. Tu comprends que tu fais toujours... Ou à la pêche. Mais tu comprends que c'est compliqué parce que tu fais toujours dépendre de causes extérieures. Il y a toujours quelque chose à l'extérieur qui fait qu'il faut que tu sois satisfaite. Qui sont tu vois, voilà, ou autre chose. Mais c'est toujours quelque chose à l'extérieur de toi qui doit te donner ton désir, qui doit satisfaire ton désir. Donc tu n'es pas autonome sur ton désir. Mais dans l'amour, tu n'es pas autonome. Hein. Non. Enfin, dans l'amour, ça dépend de quel amour. L'amour avec un objet d'amour, non. Mais si tu es dans... je me réjouis de ce qui... de l'être, c'est-à-dire de ce qui se vit à travers moi, de tout ce que la vie me présente d'instant en instant, y compris dans tout ce qui va mal, dans la mesure du possible. Mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui se détend, il y a quelque chose qui s'accueille, il y a quelque chose qui honore et qui célèbre. Tu vois, et il peut y avoir même de la gratitude. Mais il ne se passe pas grand-chose à l'extérieur hein, à ce moment-là. Ouais, parce qu'il faut le cultiver. On ressentir et palper, mais quand on ne ressent pas, on est toujours frustré, toujours dans le malheur. Exactement. C'est pour ça que c'est pas mal de démarrer par se donner les moyens de changer un peu, d'avoir plus confiance en soi, d'avoir plus de plaisir, d'augmenter les ressources, tout ça. Et à un moment donné, ça c'est la première étape, c'est quand même pas mal. Mais savoir que c'est pas une fin en soi. Et puis à un moment donné, c'est vraiment... Et en même temps, si tu peux cultiver la gratitude et la célébration de tous les petits plaisirs, tu vois, d'orienter ton attention sur les toutes petites choses de la journée. Le matin, tu te lèves, un petit café, super. Là, on est ensemble, c'est sympa. Tu vois, si tu peux orienter ton attention sur te réjouir et célébrer les toutes petites choses de la vie qui en fait sont extraordinaires, mais qu'on ne perçoit pas, ça va agrandir aussi ton champ. Et célébrer aussi celles qui n'y arrivent pas. Tu vois, parce que là, je te vois en train de dire, mais je veux célébrer que ce qui va bien. Je peux célébrer aussi celle qui peut-être des jours, ne va pas arriver à se réjouir. Mais c'est aussi toi. Tu peux célébrer ce goût-là. C'est un goût comme un autre goût. Tout ça, ça a des saveurs, tu vois. Une bouteille de champagne dans le frigo, c'est possible. Le frigo, déjà. Donc, il y a des désirs qui sont autotéliques, dont
dont le but est sa seule finalité, et les désirs hétérotéliques. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, les désirs autotéliques, par exemple, ça c'est plus facile parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, les désirs autotéliques, c'est-à-dire qu'ils s'entretiennent d'eux-mêmes. Par exemple, tu joues un instrument de musique, tu joues du violon, et tu le fais vraiment à partir de toi, que quand vraiment tu as envie de jouer, et c'est juste pour le plaisir, et il n'y a personne derrière qui attend qui attend que tu fasses quelque chose de beau, de bien, t'as pas de notes, tu vois, tes parents n'attendent rien, personne n'attend rien, juste tu prends ton instrument parce que voilà, tu as un plaisir à jouer, et il n'y a que toi que ça éclate. Tu vois, et ça c'est un désir autotélique, c'est-à-dire dont la finalité est sa propre fin. Le désir hétérotélique, c'est pareil, c'est quelque chose qui dépend de l'extérieur. C'est-à-dire, on attend que tu donnes un résultat, donc il faut que tu ailles au conservatoire, donc il faut que tu fasses tes entraînements, tu vois. Et le résultat, on peut soi-même aussi se le demander. En fait. Ouais, mais là, de nouveau, c'est hétérotélique. Dès que tu es dans... Mais oui, c'est la même chose. Dès que tu es dans je veux un résultat, je veux... Et en général, un résultat, c'est par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à un diplôme, par rapport à je sais pas quoi. Voilà. Mais quelque part, c'est pas le mouvement qui a sa propre fin. C'est juste pour son propre plaisir. Ce type de désirs il est prouvé que les désirs autotéliques sont des désirs qui vont donner de la transcendance. À un moment donné, par exemple, chez les danseurs, ou chez les musiciens, ou chez les sportifs haut niveau, ce qu'on appelle le flux maximum. C'est comme si le danseur disparaît et d'un coup, il est porté par sa danse. Il devient le danseur. Il devient la danse, tu vois. Et le danseur disparaît. Donc ces moments qui sont assez magiques comme ça et très, très, très rares sont liés à ces désirs autotéliques. Dès qu'il y a un désir hétérotélique qui est donc programmé pour faire correct, pour faire joli, pour faire comme, pour faire ceci, pour faire cela, pour une attente de quelqu'un, de quelque chose, ou de cette personne-là, hop, et ben, tu ne rencontreras pas le flux. Il y a des recherches là-dessus. Hein. Attends, alors il faut... Vous passez le micro, là. Ah, c'est toi qui l'as. Ouais. Vas-y. Question que je désirais poser depuis longtemps. Dans l'intitulé, en fait, de ta conférence, puis tu as démarré là-dessus, tu as parlé de ce cycle, en fait, donc, oui. Qui peut s'interrompre par des peurs qui viennent engrammer à l'enfance toute une vie d'adulte. Et moi, en fait, je voudrais un petit peu discuter de la peur. Parce on a beaucoup parlé du désir, etc. Tout ce qu'il y a au bout de la ligne. Avant d'atteindre son désir, enfin moi, en tout cas, il m'arrive fréquemment de devoir me confronter à mes peurs. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui fait que des peurs qui sont engrammées depuis l'enfance, je peux me les trimballer pendant 20, 30 ans de ma vie d'adulte et puis un beau jour elles disparaissent. Et ça lâche. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les mécanismes là qui font qu'à un moment c'est soit l'élan, soit la peur qui l'emporte? Ouais. Puis après on atteint le désir, on sait que de toute façon il ne fallait pas y aller, que c'était illusoire, mais dans cet élan, il y a un moment où l'élan soit il traverse, soit il permet de traverser, soit il s'arrête. Et qu'est-ce qui se joue là? Quels sont les mécanismes qui se jouent là? C'est à un moment donné, il y a un couplage qui est fait, je te dis, avec une interprétation du danger. C'est ça le problème. C'est cette peur qui est en général interprétative. Il n'y a pas de danger en fait. Par exemple, tu as envie d'une brune, tu aimes bien les brunes, et puis tu t'es fait jeter par des brunes quand tu étais plus jeune, et donc il y a une partie de toi qui va vers la brune, et l'autre partie de toi qui finalement, au final, ne va pas y aller. Donc la peur aura pris le pouvoir sur cette affaire. Parce qu'il y a eu un marquage, un engramme avant. Et il y a eu le couplage du danger, du rejet. Mais c'est vécu comme vraiment, pour ton cerveau, quelque chose de très dangereux. C'est pas juste un petit rejet comme ça en général. Et c'est pour ça que ça va te faire éviter le danger. On n'est pas fou, on évite le danger. Hein. Donc cette interprétation massive, qui est fausse, si tu peux à un moment donné te rendre compte que en fait c'est pas si dangereux que ça d'aller vers les brunes, à ce moment-là tu vas faire l'expérience d'oser y aller, et il y a des chances que tu te fasses rejeter ou pas.
Et en général, quand tu as commencé à lâcher tes peurs, parce que tu fais l'expérience, parce que tu diminues les enjeux, tu dis mais c'est pas dangereux, qu'est-ce que je risque? Au pire, d'ailleurs ça c'est une des techniques que vous pouvez faire, au pire qu'est-ce que tu veux qui m'arrive si je me fais rejeter? Bon, à l'âge adulte, il va pas t'arriver grand-chose, hein. Tu vas pas mourir, bon, il y a une vexation, voilà. Mais il n'y a rien de grave là-dedans, tu vois, tu vas pas en mourir. Alors que chez les ados, il y a des interprétations beaucoup plus de danger, tu vois, c'est beaucoup plus marquant. Chez l'adulte, il est plus équipé pour dire attends, c'est moins grave, c'est pas dramatique, je vais pas en mourir. Donc, je peux faire l'expérience. Quand tu fais une expérience qui marche, ça y est, tu sors, parce que c'est l'expérience qui fait changer la croyance. À chaque fois que tu fais une expérience, ça change une autoroute neuronale. Donc, si tu fais ton expérience et que tu te fais pas vraiment rejeter, mais bon, enfin, c'est ni concluant, ni enfin, juste normal, tu vois. Donc, tu commences à prendre confiance. Donc, tu peux lâcher ces peurs qui sont des peurs d'interprétation du danger. Et c'est comme ça que petit à petit, les gens commencent à lâcher leurs peurs. En se disant, bon, je peux y aller. Et ça, c'est neuronal. C'est neurologique, ouais, c'est neuronal. Ouais. C'est parce qu'on fonctionne avec notre cerveau reptilien, qui est orienté sur le danger. Mais quand je parle d'un danger, c'est comme si tu te croyais que tu allais te prendre un coup sur la tête, quoi. Alors qu'en fait, c'est juste une vexation, pas très grave pour un adulte, plus grave pour les enfants. Ouais, faut oser l'expérience, une nouvelle expérience, et lever l'enjeu du drame en disant et imaginer le pire. Qu'est-ce que tu veux qui m'arrive? Est-ce que c'est vraiment vrai que... alors ça, c'est tout le protocole que j'aime bien de Cathy Byron, qui est, est-ce que c'est vraiment vrai que je suis la plus nulle des nulles? Parce que c'est ça, c'est je suis mauvaise, rappelle-toi, c'est l'engramme qui a été fait. Si je me fais rejeter, je suis le mauvais objet. Est-ce que c'est vraiment vrai que je suis la plus nulle des nulles, la plus inintéressante, la plus moche, la plus aussi? C'est ça qu'on se raconte, en fait, hein. Et puis, tu as tout le protocole qui est, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Qui serais-je sans cette question? Et puis le renversement de la question, penser l'inverse, hein, j'arrête de croire que je suis moche, je suis par exemple jolie, enfin bon, je crois, et en quoi c'est vrai, bref. Donc c'est tout un protocole qui est très intéressant, que vous pouvez regarder d'ailleurs, hein, sur internet, le protocole de Cathy Byron, K-A-T-Y, non T-I-E, ouais, B-Y-R-O-N, ouais, c'est une américaine, hein. Donc c'est un questionnaire. En fait, c'est un travail cognitif, un travail sur les pensées. C'est super simple. B-Y-R-O-N. Parce qu'en fait, nos systèmes de croyances, ils nous parasitent complètement, hein. Donc quand il faut voir que nos peurs sont engrammées très petits, installées sur des problématiques de vie ou de mort, on ne se rend pas compte qu'on a engrammé ces croyances-là et on croit toujours ça vrai. Et donc on ne les remet pas en question. Donc ça reste toujours vrai, je suis toujours une mauvaise personne, c'est moi qui cloche, etc. etc. Attends, est-ce que tu peux passer le micro? B-Y-R-O-N. Oui, c'est des croyances limitantes sur toi. Des croyances limitantes qui font que bah, du coup tu t'inhibes tout seul avec ce système de croyances. Tant que tu ne repères pas ton système de croyances, elles agissent à ton insu. Donc il faut faire attention dans ces cas-là. Qu'est-ce que tu te racontes comme histoire? Évidemment, c'est une histoire. Tu te racontes une histoire, mais tu y crois tellement que du coup ça t'empêche d'y aller. C'est l'évitement du danger qui est interprété comme du danger. Non, il n'y a pas de danger. Hein, mais... si tu veux, j'ai un élément de réponse par rapport à ton questionnement, par rapport à la peur de perdre, la peur de l'échec, enfin tout ça. Je m'étais rendu compte d'un truc en fait qui m'a quand même bien aidé, c'est de se rendre compte qu'on ne peut pas perdre quelque chose qu'on n'a pas encore gagné. Et finalement le risque il est là, c'est qu'il n'y en a pas. On perd rien puisque ça n'a pas encore été gagné. Donc, oui, ça c'est un truc que j'ai fait des années et des années. De toute façon, au pire, au mieux je repars avec, au pire je repars comme j'y étais parce que de toute façon j'ai rien, donc au pire je repars avec rien. Donc. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui m'arrive? Au pire je repars comme je suis maintenant, donc bon, tout va bien. Ça c'est pour les gens qui sont rationnels comme moi. Ça marche pour les rationnels. Ça marche pas pour les émotionnels. Ça marche moins ces trucs-là. C'est ça qui enlève les marquages. Attends. Vas-y. C'est dans l'expérience que
qu'on peut du coup enlever les marquages en fait, qu'on a eu, toutes les marques Oui. en fait. Oui, oui. Tous les systèmes de croyances, hein, quand on les déloge, on les déconstruit, il faut en faire l'expérience après, en vérifiant que ce qu'on s'est raconté, c'était faux. Et c'est comme ça qu'on va reprogrammer une nouvelle autoroute neuronale, un nouveau chemin. D'accord, ok. J'avais juste une question aussi au niveau des désirs. Du coup, pour moi, le fait d'avoir, par exemple, tu disais jouer de la musique ou danser, etc., mais le jour où tu n'as pas l'instrument de musique, où il est cassé, c'est pas, il y a toujours du désir. Oui, mais il y aura de nouveau la frustration de ne pas avoir ton objet de désir préféré. Mais en fait, dans la vie, c'est toujours le désir de comment tu peux vivre sans rien, c'est-à-dire être comme ça, méditatif tout le temps alors. Ah, bah, c'est pas du tout méditatif d'être dans cette piste qui était d'être un être désirant et d'être plein de ton désir. C'est loin d'être, mais t'es pas du tout méditatif, tu es tout le temps plutôt en train de célébrer tout ce que... C'est de la joie, c'est quelque chose... Ouais, il y a quelque chose de la joie d'être un être désirant, mais t'es pas attaché, t'as pas ton instrument de musique sur le moment, bah tu l'as pas. Mais ça t'empêche pas d'être super heureuse, de pas l'avoir comme de l'avoir. Ouais, c'est ça, tu fais pas dépendre de l'objet. Tu es, ah ouais, je suis super contente de sentir mon désir. Et puis, si tu mets pas tellement ton attention là-dessus, bah tu l'as, tant mieux, tu l'as pas, c'est pas grave. Il va se passer autre chose. Tu vas avoir envie d'autre chose. Voilà, donc ça sera toujours autre chose. Mais c'est ça, en fait, il y aura toujours quelque chose en fait. Ouais, mais ce qui est quelque chose. Mais oui, il y a tout. Ça dépend toujours de quelque chose, comme une tasse de café ou être assis. Mais non, parce que c'est pas forcément du plaisir. Si tu es triste, tu peux aussi te remplir de la couleur de la tristesse et de la frustration, par exemple. Tu es dans la frustration, tu peux être, c'est pas de la joie, mais tu peux être dans une forme de, comment je peux t'expliquer, de célébration de cette tristesse, de cette frustration. Tu vois, tu es avec. Et même des fois, quand tu es plombé, t'es plombé, ok, il n'y a pas que des moments super sympas dans la journée. Non, tu es plombé. Ok. Donc si tu peux les contenir plutôt que... tu fais ce que tu peux pour sortir d'être plombé, hein. Tu fais ce que tu peux, mais il y a des moments ça va être comme ça, et tu es au courant que la vie ça va être ça. Il va y avoir ça, il va y avoir ça. Est-ce que tu peux être dans la célébration de l'ensemble? Tu vois? C'est ok, je suis super contente de vivre tout ça, parce que ça c'est mon expérience de la vie, quoi. C'est moi vivante qui traverse tout ça, qui vit tout ça. Parce que sinon, tu es tenu par le plaisir, l'addiction au plaisir. Je veux un truc après un autre. Et puis si j'ai pas mon jouet, je veux un autre jouet. Et puis si j'ai pas mon chocolat, je veux mon copain. Et puis si j'ai pas mon copain, je veux l'autre copain. Et puis ça s'en fin l'histoire. Voilà, précise dans le sens addictif en gros. C'est ça, sortir de l'addiction. Sinon dans la vie, on est toujours... On dépend toujours d'un objet ou de chaussures, enfin j'en sais rien, de tout quoi en fait. Oui. Mais ce que tu disais au départ, on est des êtres de désir. On est des êtres désirants. Puisque voilà, j'allais dire, voilà, on est tout le temps assis, en train de boire un café, en train de marcher, en train de... On est des êtres désirants. Et cette notion de jouir de cette désir d'être et de faire fonctionner nos désirs, on peut jouir d'être comme ça. C'est-à-dire d'être super, ça fait partie de nous, c'est génial d'être comme ça. Mais tu es beaucoup moins attaché à ça, tu vois, à l'objet. Tu dis, on est formaté, mais oui. Mais est-ce que tu peux apprécier ce système qui fait que tu es comme ça, qui est que tu veux passer d'un désir à un autre? Ça fait aussi partie de nous, ça. Il n'y a rien à changer de ça. C'est juste normal. Et c'est juste chouette d'être comme ça. On est des êtres désirants. Donc youpi, t'es humain. Mais oui, je veux dire, il se passe toujours quelque chose, donc c'est toujours un désir en gros. Et oui. Ou alors on l'a peut-être pas imaginé et on aime bien ce qui se passe, quoi, voilà en fait. C'est ça que je veux dire en fait, ce que tu disais, l'objet, moi tu parles d'objet, le fait de boire un café ou n'importe quoi, pour moi c'est toujours un objet extérieur, le fait de jouer de la musique c'est un objet extérieur. Donc en fait on est toujours avec quelque chose de l'extérieur en fait. Pas forcément. Ou avec soi. Chanter, le moment où t'es tout seul. Bah t'as besoin de toi, de ton corps en fait. Ah oui. Mais il y a des moments où t'es immobile, quand t'es allongé sur ton lit, il y a peut-être plus, tu fermes les yeux. T'as tout un monde imaginaire, enfin t'as tout ton monde, t'as pas d'objet. Ah bah oui, tu peux toujours trouver quelque chose. Hein. Il y a des moments où il y a une forme vraiment de silence, mais c'est rare. Mais sinon il y a toujours une pensée, une image, un imaginaire. Et en quoi c'est un problème? Mais c'est ça c'est tout ce qui nous habite en fait, tout ce qui nous traverse est à louer, est à célébrer, parce que c'est tout notre formatage humain. On est fabriqué de ça. Mais c'est le jeu de la vie même. Donc il ne s'agit pas pour moi de se mettre, tu vois, oh voilà, je vais m'isoler, puis je vais faire vite.
zen sur mon coussin et je vais me détacher de tout. Ça, c'est plutôt la philosophie bouddhiste qui préconise le détachement parce que ici, le monde est illusion. Voilà, oui, c'est ça. Et c'est pas ça l'idée pour moi. C'est plutôt quelque chose. Mais oui. Il n'y a rien. Mais non, mais c'est de célébrer cette fabrication humaine qui est, voilà, on passe d'un truc à un autre, on est des êtres désirants, et des fois on fait des caca nerveux parce qu'on n'a pas ça, et puis après on est triste, et puis après on est silencieux, et puis après on se juge, et puis tout ça. Et ça, c'est tout nous. C'est tout ce qui te constitue. Tu vois? Ok. Une piste aussi qui n'est pas une piste très spirituelle, mais on s'en fout, qui est une piste plutôt qu'on emploie en thérapie et qui marche aussi assez bien. C'est si tu as peur de te faire rejeter, par exemple, ben, tu vas jouer le jeu de te faire rejeter. C'est-à-dire tu pars gagnant. Gagnant, c'est toujours gagnant, ça. C'est l'objectif de la consigne, c'est la jonction paradoxale, c'est d'aller dans le sens du rejet. Puisque tu as peur du rejet, l'objectif c'est tu dois te faire rejeter. Tu pars perdant. Non, te faire rejeter volontairement. Le but du jeu c'est d'aller te faire rejeter. C'est un jeu. Je redis. Concrètement, oui. Concrètement, tu as peur d'aller dans une soirée et te faire rejeter, d'accord? Donc en fait, il faut que tu te donnes l'objectif de te faire rejeter. C'est-à-dire tu vas vers celui. Donc en général, à tous les coups, quand tu as cette consigne-là, ça marche. Ça marche parce que la personne elle se fait pas rejeter, puisqu'elle est tellement persuadée qu'elle va se faire rejeter et que forcément elle se fait pas rejeter. Tu contournes le problème là. Donc moi, qui suis le bonheur, il faudrait que. C'est pour amener la personne à aller expérimenter l'inverse, puisqu'elle est persuadée qu'elle a raison. Comme on se raconte des histoires immenses, on a peur de tas de trucs qui sont en général qui se réalisent jamais. Donc le fait d'aller dans le sens de nos croyances limitantes, en général, ça les déconne. Voilà. Bah oui, parce que en général, on se fait pas Si tu as déjà peur de tout, tu sais, c'est l'occasion de ne pas rien faire. Non, parce que t'as peur de quoi, par exemple? De quoi t'as peur? Ah non, mais je disais pas pour moi. Donnez-moi un exemple de peur. De quoi vous avez peur? Mais j'ai pas de peur particulière. Perdre ce qu'on a. On peut jamais dire ce qu'on n'a pas peur. Mais c'est quoi ce que t'as, par exemple? Perdre ton porte-monnaie, ta maison? Ah non. Moi j'ai peur des maladies. Ah, les maladies. Ah ouais, mais ça, non. Oui, mais de nouveau, là... Non, mais c'est chaud. Non, ça c'est l'hypochondrie, c'est la peur de mourir, hein, tu vois. La peur, on est direct sur le... Peut-être pas mourir, mais souffrir. Oui, la maladie, mais ça va vers la mort et ça va vers la dégradation. C'est la non-existence, ça finit par la mort. Ça finira toujours. Mais non, Peur de perdre quelqu'un. Peur de perdre l'être qu'on est. mais là c'est pareil, ça ne dépend pas de toi. Pas comme les peurs du rejet. Alors, mais je peux pas dire perdre quelqu'un puisque ça dépend pas de toi. Tu peux dire perds-le puis on va voir ce que ça donne. Ça ne veut pas marcher. Mais en général, nos plus grandes peurs, c'est souvent... La peur du téléphone. La peur du téléphone? Oh là là. Que le téléphone sonne? Quand il sonne ou quand il sonne pas? Quand il sonne, Quand on sonne et quand on doit passer un coup de fil, c'est un boulot rond, quoi. Par rapport à la prise de parole? C'est le fait que l'autre puisse t'évaluer, c'est ça? Voilà, donc on est ici dans... Mais oui, c'est-à-dire l'autre va m'évaluer en bien ou en mal. Donc ici on est dans le je suis correct ou pas correct. Je fais bien, je fais mal. Donc voilà, c'est ici toutes les évaluations de soi. Je vous dis, une des choses où on se fait le plus souffrir, c'est en s'évaluant soi-même, en se voulant autre chose que ce qu'on est, en se voulant correct. Voilà, ça c'est les souffrances les pires. Déjà, si tu sors de ça, tu as 70% de la souffrance en moins. C'est arrêter de vouloir faire correct. Parce que quoi que tu fasses, de toute façon, tu feras jamais correct à 100%. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est fait. C'est tranquille. La perfection n'étant pas de ce monde, donc quoi que tu fasses, ça ne marchera pas. Est-ce que tu pourrais récapituler en quelques mots les pistes, oui. Alors, les pistes. Les pistes principales. Les pistes de quoi? Les pistes pour être moins prisonnier pour essayer de s'en sortir. Des problèmes de frustration et pour être plus dans la joie d'être.
Parce que là, le programme, c'était les peurs qui nous coupent du désir. Ouais. Et pour moi, c'est d'augmenter cette notion du désir, d'être des êtres désirants et de célébrer, d'être dans la gratitude de l'existence, quelle que soit la forme qu'elle emprunte. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et là c'est la pensée de Spinoza que je reprends. Donc, et quand par exemple, il n'y a pas le problème d'aller dans le désir, mais qu'à un moment donné, la peur, elle intervient au moment de l'élan. Enfin, c'est ce que je disais au début, c'est la peur, hop, suspension, parce qu'il y a inhibition par les croyances. Et du coup, ça va pas... Il y a toujours une croyance derrière, ou un vécu, quelque chose qui est de traumatisant. En général, l'émotion de la peur, elle s'accole, elle s'accouple avec une pensée. La pensée n'est pas vue en général, la croyance n'est pas vue. Il n'y a jamais une peur toute seule qui se promène. Il n'y a pas une émotion sans pensée, sans évaluation, sans image. Elle va avec, mais elle va tellement vite que vous n'avez pas le temps de la voir. Donc le fait de reconnaître le dialogue intérieur qui va avec la peur, c'est pas mal déjà, on y voit plus clair, enfin, comme on vient de le faire tout à l'heure. Parce que sinon, ça prend le pas. Vous avez l'émotion, vous êtes débordé par l'émotion, mais vous ne voyez plus le dialogue intérieur. Qu'est-ce que vous êtes raconté là-dessus? À quoi vous croyez? Donc essayez d'identifier, quand vous êtes dans une peur, qu'est-ce que vous racontez? Ça, déjà, vous y arrivez plus clair. Parce que souvent, ce que vous racontez, la plupart du temps, c'est faux. C'est des postulats erronés. C'est ce qu'on appelle une croyance. Alors, donc on a dit déjà quand on dit, j'avais dit, je suis une mauvaise personne. Je suis une mauvaise personne. J'ai engrammé que c'est moi qui cloche. Donc ça, pareil. C'est pas parce que je n'ai pas ce que je veux que je suis une mauvaise personne. Déjà, déjà ici, donc on va y travailler sur cet angle-là, travailler sur la qualité, sur augmenter nos qualités. Et arrêter de voir que des défauts qu'on ne fait pas correct, qu'on ne fait pas comme il faut, qu'on ne fait pas normal, qu'on ne fait pas ceci. Donc déjà, reconnaître les qualités, se les attribuer, les augmenter, c'est déjà une bonne chose. Arrêter de se prendre pour une mauvaise personne. Et donc laisser les autres aussi être pas ok. Parce que la réaction, c'est moi qui fais quelque chose de mal, ou qui fait faux. Donc déjà, ça, si vous pouvez arrêter avec ça, c'est pas forcément moi qui fais quelque chose de mal ici. C'est pas ma chose. Après, qu'est-ce que tu as écrit? Travailler sur la qualité plutôt que les défauts, augmenter les qualités. Par rapport à la croyance, je suis une mauvaise personne. J'ai pas ce que je veux, donc forcément, c'est moi qui fais quelque chose qui cloche. C'est moi qui fais faux. Donc augmenter ses qualités, ça veut dire croire en soi, arrêter de voir que ça va pas, ça va pas, ça va pas, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Donc ok, ensuite, qu'est-ce que j'avais dit pour continuer avec ça, c'était le questionnaire de Cathy Palmon, c'est-à-dire tout le travail sur le cognitif, déconstruire nos croyances. Nos croyances, elles nous embarquent, parce que qu'on croit n'importe quoi. Ensuite, imaginer le pire. On l'avait dit, imaginer le pire. Qu'est-ce qui pourrait, si jamais, je sais pas, cette personne disparaît de ta vie, qu'est-ce qui peut t'arriver? Bon, il n'y arrive pas grand-chose, on s'imagine avec. Mais non, mais on s'imagine vraiment un drame, on s'imagine des trucs pas possibles. Parce que c'est interprété sous forme du cerveau reptilien, vivre ou mourir. Il ne fait pas de nuance, c'est pour ça. Voilà. Être moins dans l'idéalisation. C'est-à-dire quand vous êtes fasciné par les objets, vous idéalisez l'objet. C'est-à-dire que vous lui projetez des qualités qu'il n'a pas. Donc ce phénomène d'idéalisation empêche de voir que quand l'objet descend dans le réel, il est toujours décevant. On se raconte une histoire, donc on donne la place à l'imaginaire. C'est notre imaginaire qui nous fait croire que voilà, cet objet, si on l'a, c'est magnifique, ça y est, nous allons atteindre le nirvana. Donc l'idéalisation de l'objet va augmenter nos déceptions. Donc voilà, c'est déjà pas mal aussi de savoir ça. Et puis
ce que j'ai dit pour l'expérience, hein, donc oser les nouvelles expériences, pour sortir des croyances limitantes. Et pour oser les nouvelles expériences, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais ça veut dire sortir de sa zone de confort, qu'on va trouver ici la zone d'apprentissage. Hein. Si tu sors de ta zone de confort, ben, tu vas aller dans une zone qui est un peu expérimentale, mais qui n'est pas non plus une zone de danger. Une zone où vraiment c'est too much pour toi. C'est entre la zone de débordement et la zone de confort. Mais si tu fais toujours pareil et que tu ne prends pas le risque un jour de sortir de ta zone de confort, il ne va jamais rien se passer dans l'expérience. Voilà. Donc à un moment donné, c'est, je vais essayer quand même, on va voir ce que ça va donner. Je vais prendre le risque de me faire projeter. Bon, comme je sais maintenant, je suis au courant que c'est pas mortel, on verra bien. Donc sortir de sa zone de confort sans être complètement débordé, parce que si tu es débordé, de toute façon tu n'arrives à rien. Il ne faut pas que ce soit trop challengeant, mais il faut que ce soit un peu quand même. Il y a un espace possible pour les sorties de patterns limitants. Petit pas à petit pas. On fait ça. C'est pas tout d'un coup. Hein. Donc ça, c'est aussi une chose. Et voilà. Et aussi, ce que j'avais dit aussi, c'est d'aller s'intéresser, quand on a une peur, au désir qu'il y a derrière. Ouais. Quand tu as une peur, par exemple, de parler au public, le désir, c'est de contribuer. Quel est le désir? T'interroges-toi sur quel est le désir. Et quel est le besoin qui empêche que tu puisses y accéder. Donc en général, les besoins, ce sont des besoins de sécurité. Ou ça peut être autre chose. À voir. Donc intéressez-vous derrière la peur. Quel est le désir vraiment qui est sous-tendu? Et puis quel est le besoin? Donc on va s'intéresser à ça plutôt qu'aux symptômes de la peur. Parce que la peur, une fois qu'on sait qu'on a peur, on ne va pas aller bien loin. Donc on va protéger les parties qui font qu'on ne peut pas réaliser. Voilà. Voilà, c'est déjà pas mal. Il y avait l'idée de revenir à la source. Ah oui, alors ça c'est la piste qu'on appelle spirituelle, spinoziste et compagnie. Hein. Tous les enseignements spirituels tendent vers cette histoire de revenir à la source. Donc là on est dans quelque chose où on arrête de faire. Vous voyez, on passe sur un autre plan. Hein. Là on fait quelque chose. Là on arrête de faire quelque chose parce qu'on n'a rien besoin de faire ici. On a juste à être tout ce qu'on est. Et il y a justement c'est parce qu'on a compris qu'il n'y a rien à changer, qu'il n'y a plus rien à faire. On peut faire plein de choses. Mais là, c'est radical parce qu'il n'y a rien à faire en fait. Il n'y a pas à vouloir se changer, ni à changer quelqu'un, ni à changer quoi que ce soit. C'est la dernière étape. C'est pas la dernière étape parce que ça peut être fait en même temps. C'est pas le truc ultime que tu vas faire une fois que tu auras tout compris. Non, c'est juste maintenant que ça peut être fait aussi. Ce qui va pas t'empêcher de faire tout ça si tu y trouves ton compte. Tu vois ? C'est ça le truc à saisir. C'est revenir à la source. Il n'y a pas quelque chose il n'y a pas à faire quelque chose pour y arriver. C'est toucher cet espace où tu es d'accord d'être tout ça. Tu es constitué de tout ça et tu es d'accord. Et tu te réjouis que tout ça, dis donc. Tu te rends compte? Tout ça. Et ta voisine, c'est pareil. Elle a tout plein de difficultés, de facilités, de joie, de tristesse, de culpabilité. Tout ça. Tout le monde a tout ça. Et c'est extrêmement vivant, tout ça. Ah oui? On est tous à la même enseigne. Est-ce qu'en réfléchissant par l'absurde, on peut considérer qu'un enfant qui, dans l'idéal, n'aurait eu aucune... Attends, est-ce que tu peux prendre le micro, s'il te plaît, qui est passé là-bas? Vos questions sont très intéressantes ce soir. Non, je ne regarde pas. Pardon. Faut le rallumer. Est-ce qu'il est... Ouais, il faut qu'il soit vert. Attends, tu l'as mis vert, là? Ouais. Voilà, je voulais te poser la question, est-ce qu'en réfléchissant par l'absurde, hein, c'était un postulat, on va dire, un enfant qui n'aurait pas eu de peur majeure, comme tu as dit, par rapport à essentiellement sa maman, qui aurait eu une enfance, un enfant aimé, désiré, protégé, enfin, parfait, on va dire. Oui. Est-ce que c'est possible que ces gens n'aient pas de peur?
Eh ben non, ça n'existe pas, parce que déjà l'enfance parfaite, ça n'existe pas, parce que ça n'aura jamais existé. C'est quoi que tu fasses, de toute façon, tu traumatiseras tes enfants. Donc, et tes enfants seront pas par les parents, mais par l'école. C'est un peu terrible ce que tu dis, parce que quoi que tu fasses, avec la meilleure volonté du monde, tout l'amour que tu peux donner à un enfant, de toute façon, ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Bien sûr, c'est ça la vie. Mais c'est ça. C'est pas terrible, c'est terrible. En fin de compte, c'est terrible à entendre quand même quelque part. Non, c'est tranquille. C'est dans le sens où t'en fais pas un problème. Il y a forcément des choses imparfaites dans ta manière d'avoir géré ton enfant. Je sais pas moi, qui lui correspondait pas alors que tu croyais que ça allait lui faire du bien. Bah non, ça lui a pas fait du bien. Donc tu es obligé d'aller toujours dans ce petit truc, quoi. Mais bien sûr. Et puis de toute façon, il n'y a pas que toi sur Terre. Si c'est pas toi qui l'a frustré à un moment donné, ou tu l'as forcé à quelque chose, ou je sais pas quoi, ou t'as pas répondu à un besoin à un moment donné, il y a eu l'école, il y a eu les petits copains. Il y a eu quand même, c'est essentiellement au départ la mère. Ah non, l'accent est quand même mis essentiellement au départ, sur les premières années, c'est la mère, le rôle de la mère. Oui, mais en même temps, il n'y a pas que, si maman est défaillante, il n'y a papa qui est dans le décor. Et s'il n'y a pas papa, des fois il y a une grand-mère, et s'il n'y a pas une grand-mère, voilà. Il n'y a pas que une seule personne qui est bonne pour l'enfant. On parle d'ici du pilier de l'énergie mère, du pilier de sécurité, mais la mère n'est pas non plus, il n'y a pas que elle sur Terre non plus. Surtout que, heureusement d'ailleurs, parce que des fois il y a des mères défaillantes et donc elles sont, les substituts, ça va être la grand-mère ou ça va être quelqu'un d'autre de l'entourage, ou même une grande sœur, ou etc. Mais ça peut aussi fonctionner avec une grand-mère. Ça peut aussi. Ben oui. Mais ça fonctionne partout. De toute façon, nous ne sommes pas parfaits, donc il y aura forcément des choses que, à notre insu, qui vont passer et qui vont pas être bonnes pour l'enfant. Mais on ne parle pas d'une mère parfaite, on parle ici d'une mère, parce que j'aime bien ce que disait Winnicott, suffisamment bonne. C'est-à-dire voilà, si on est suffisamment bon, on ne fait pas trop de dégâts, on en fait quelques-uns, on n'en fait pas trop, et c'est très bien. C'est pas un problème, puisque l'enfant, ça lui permet aussi de s'adapter à certaines situations, et puis à trouver des stratégies pour à trouver des stratégies, des options pour voir comment il va se débrouiller avec les difficultés du réel. C'est tout. Il n'y a pas de souci avec ça. Sinon, ça voudrait dire que ça part d'un endroit, ta question, où tu aurais aimé, où tu aurais souhaité être une mère parfaite. Non, c'est pas la question d'être parfaite, c'est la question d'être aimant. C'est pas la personne, c'est l'amour. En fin de compte, si tu donnes, je pense que si un parent, non, là, je suis pas du tout dans la notion d'être parfait, parce que la perfection, ça n'existe pas. C'est le côté d'amour. Un enfant, des parents, même les grands-parents, ou les gens qui sont autour d'un enfant qui donnent beaucoup d'amour. C'est quand même. Alors après, je ne dis pas que l'enfant non plus sera parfait, c'est ridicule. Mais il a des chances quand même d'avoir moins de peur et de porter moins de choses plus lourdes qu'un enfant qui serait quand même... Tout à fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce qu'autrement, ce serait une fatalité terrible de dire que de toute façon, tout le monde se porte de ces trucs insensés. Ça dépend de la sensibilité de chacun aussi. Il y a des cas d'une fratrie, par exemple, on est deux dans les mêmes parents, et pour autant, on ne ressent pas les mêmes choses en ayant la même éducation. Il y a des parcours de vie qui sont moins chaotiques que d'autres. On est d'accord. Il y a des enfants qui reçoivent plus un environnement enrichi, d'autres des environnements plus appauvris. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit qu'on n'a pas un parcours de base identique. Mais même dans les environnements enrichis, de toute façon, il y aura des moments traumatiques, quoi qu'il arrive. Même dans les moments, oui, même dans les environnements où les parents sont aimants, parce qu'il n'y a pas que le parent, et qu'il y aura de toute façon, même avec les parents, des moments où ça ne va pas aller, etc. Mais effectivement, globalement, on peut dire qu'il y a des environnements qui sont plus stimulants, plus enrichis que d'autres, avec des parents maltraitants, des parents défectueux, des parents négligents, évidemment. Il y a de tout. Voilà, après il y a les phénomènes de résilience, etc., qui vont jouer. C'est pas forcément ceux qui seront les plus heureux, d'ailleurs, ceux qui ont un environnement approprié. C'est effectivement mieux pour la construction de l'enfant et tout, mais bon, après, voilà. Tu parlais aussi au début de l'impact majeur que les traumatismes de l'enfant. Parce que les histoires de peur, elles peuvent se loger dans le parcours de base. Il y a aussi le poids du transgénérationnel qu'il ne faut pas oublier. Donc des fois, tu as des enfants qui ont un environnement enrichi et qui se tapent des peurs de on ne sait où, mais en fait, c'est le transgénérationnel. Moi, j'en connais quelque chose d'ailleurs de là.
Tu vois. Et donc, là, c'est toute l'histoire du transgénérationnel. S'il y a eu des guerres, s'il y a eu des persécutions, des trucs comme ça, le bébé arrive au monde, même si son parcours à lui va être relativement sécure, tu as le poids du transgénérationnel qui descend sur le fœtus quand même, dans ces cellules. Parce que si tu veux, ce que transmet la matrice mère-enfant au niveau du placenta, ça passe de la chimie, ça passe de l'émotionnel, il se passe des choses. Donc, elle, ce qu'elle a reçu ou ce qu'elle a vécu, ses traumas à elle, ça passe dans le fœtus. Et comment les casse à son insu. Donc tu arrives déjà au monde pas vierge. Tu vois, que tu le veuilles ou non. Donc tu vois, les facteurs ils sont divers et variés. Hein. Alors les peurs, des fois on ne sait pas d'où elles viennent, mais elles peuvent venir de loin, on va dire ça comme ça. La psychogénéalogie. Oui. Ma question c'était, ma remarque, dans les pistes, tu as beaucoup insisté au début de la conférence sur les dérèglements du système nerveux qui étaient occasionnés par les traumatismes de l'enfance, et ça reste aussi inscrit donc, dans les cheminements neuronaux. Ouais. On peut travailler à tout âge sur la re-régulation de l'ortho vis-à-vis du parent. Tout à fait. Oui, c'est le but du jeu aussi, ça. C'est retrouver les compétences de régulation. La voie médicamenteuse, c'est pas la meilleure, mais il y a toutes les techniques de gestion du stress, de respiration, des simples techniques de respiration au moment où tu dois décrocher le téléphone, au moment où tu dois prendre le micro pour parler devant une assemblée. C'est des choses simples et qu'il faut vraiment rappeler parce que pris dans le jeu de... Tu as tout à fait raison de signaler ça parce que nos systèmes nerveux qui sont très déréglés à l'âge adulte, du fait de ces traumas, etc., peuvent effectivement retrouver des compétences d'autorégulation par la gestion du stress, la cohérence cardiaque. Moi, je travaille en somatic experiencing, qui est un travail d'apprentissage, de régulation du système nerveux, etc. Donc, il y a des méthodes et des manières de retrouver ces compétences d'autorégulation qui font que tu auras beaucoup moins de peur, d'inhibition, trucs comme ça. C'est très très long aussi. Non, c'est pas long. Excusez-moi, j'en rendez-vous après. Ceci. Merci. Bonne soirée. Ah non, c'est pas très long. Non, maintenant on n'est plus dans les thérapies qui durent des siècles. Et on travaille beaucoup avec les ressources aussi, parce que physiologiquement parlant, pour que le système retrouve ses compétences d'autorégulation, l'ingrédient majeur c'est le plaisir. Sauf que ça ne doit pas en venir, c'est la première étape. Il ne s'agit pas d'en être addict, il s'agit d'augmenter les ressources. C'est pour ça que je disais augmenter les ressources c'est génial, mais il ne faut pas que ce soit une fin en soi. C'est une étape pour retrouver cette régulation, mais le but du jeu c'est pas de sauter sur toutes les ressources, c'est de laisser osciller la vague entre l'activation et la désactivation, c'est-à-dire ce qui est facile et difficile. Les nuages, après la pluie de beau temps, après le beau temps la pluie. Donc, et c'est exactement ce que j'étais en train de raconter, sous une autre forme plus physiologique, mais c'est cette affaire-là, de dire est-ce que je peux contenir l'agréable et le désagréable. Est-ce que je peux être plus vaste que ça et laisser ça se faire. Ça c'est la dernière étape. Mais l'étape précédente pour retrouver les compétences d'autorégulation du système nerveux, c'est ça. C'est augmenter les ressources. En général, c'est ça qui marche. Donc mettre son attention sur ce que vous aimez, sur ce qui se passe bien, et qui ne dépend que de vous. Parce que si vous faites dépendre des autres, vous êtes mal parti, vous l'avez compris. Voilà. En tant que danseur, il y a un terme que tu as dit tout à l'heure qui m'a interpellé. Alors attends, t'as vu le micro, il est passé où là? C'est flux maximum. Oui, c'est le... Ça, c'est un chercheur... russe qui avait trouvé quelque chose là-dessus. Je me souviens plus de son nom parce qu'il est imprononçable. Mais tu trouveras sur internet dans les désirs autotéliques et hétérotéliques. D'accord. Donc ce sont ces recherches-là qui ont été faites. C'est relativement récent. Et tu vas trouver, c'est vraiment des recherches qui ont été faites il y a peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années sur ce sujet du flux. Et tu vas trouver des choses là-dessus. Mais c'est intéressant de voir comment certains se sont penchés sur ces mécanismes énergétiques
Peut-être aussi lié à la physique quantique, on observe qu'à un moment donné, la personne, elle est tellement inspirée, elle est tellement transcendée qu'elle passe sur un autre plan. Et là, on dit souvent l'ego disparaît à ce moment-là, le moi disparaît. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe, qu'elle est portée et c'est plus elle qui fait quoi que ce soit. Donc, c'est plus du tout la volonté. Et c'est des moments comme ça, un peu inspirés, quoi. Une autre modalité d'être qui est dans une sorte de béatitude dans le mouvement ou dans la grâce. C'est la grâce, c'est ce qu'on appelle la grâce, oui. Ouais. Elle est pour tout, et on appelle ça la grâce aussi, c'est la même chose. D'un coup, les personnes le décrivent très bien, hein. D'un coup, à un moment donné, c'est plus elles qui font le mouvement, c'est le mouvement qui se fait à travers elles. C'est curieux, mais c'est des moments comme ça. Ouais, ça me parle. Voilà. Bon, eh ben, merci d'avoir été aussi vivant et participant sur cette thématique du désir, de la peur. Et le désir, hein, ça nous fait... c'est ce qui nous fait vivre.